Le titre de cette vidéo aujourd'hui peut paraître déconcertant et nous allons nous adresser à deux types de publics. Pour toutes les personnes qui nous rejoignent sur cette chaîne, qui n'ont pas l'habitude de venir écouter les sujets dont nous traitons, ce sera très pragmatique, ce sera un sujet très pratique dans le relatif pour effectivement découvrir un nouveau mode de traitement pour votre eau de piscine. Et puis pour tous les habitués qui sont plus là pour réfléchir sur la métaphysique, ce sera le support de compréhension de deux éléments assez fondamentaux, celui de mieux comprendre le fonctionnement de notre corps et celui de mieux comprendre ce qu'on pourrait appeler côté absolu l'énergie de la vie, ou en d'autres termes, si vous connaissez le modèle Retour vers le soi-je, la fragmentation énergétique vitale fonctionnelle. Avant d'aborder très pratiquement le fonctionnement que nous allons proposer pour traiter votre eau de piscine, on va quand même, c'est de bonne loi, ouvrir cette vidéo en abordant le sujet de la philosophie, de l'éthique et même de la morale d'avoir une piscine. Est-ce que, par les temps qui courent, que ce soit en écologie ou en phobie de tarissement des ressources, est-ce qu'il est d'après toi bien raisonnable de se construire une piscine? Ça fait une réserve. C'est vrai aussi. Mais c'est peut-être une réponse à géométrie variable, non, selon où on habite. Selon où on habite, oui. Ceci dit, on fait tellement peu d'investissements là où on pourrait en faire pour préserver la ressource. Par exemple, au niveau des rivières, l'eau des rivières, elle part à la mer. Voilà. La gestion, on pourra en parler très longtemps. Il faut voir un peu pour répondre est-ce que c'est raisonnable ou pas. Ceci étant, quand on passe 3 mois à 35 degrés, c'est pas possible. C'est difficile. Voilà. Et je rajouterais, on n'a pas forcément envie de s'agglutiner dans les piscines collectives non plus, puis c'est un budget, c'est du déplacement. Alors moi je suis pas pour la piscine chauffée, mais je suis pour la piscine là où il fait chaud. Voilà. Après il y a vraiment un juste milieu parce que l'aberration après c'est de tomber dans l'excès. Ouais. Si on veut se baigner dans de l'eau chaude, au-delà du raisonnable, il y a ce qu'on appelle une baignoire. Voilà. Et il faut bien le dire, quand les températures extérieures ne vous donnent pas envie d'aller vous baigner, ça veut dire que c'est terminé. Ouais, faut arrêter. Après, juste pour clore le sujet, on n'est pas là pour ça non plus, pour le développer, il faudra bien prendre conscience que, vu que cette fameuse fin des temps nous oblige à réfléchir à toutes ces contraintes, et qu'elles vont aller en augmentant, que peut-être que la vraie question de la ressource sera obligatoirement sur la table pour qu'on arrive à trouver vraiment, à se déterminer sur est-ce qu'on peut faire une piscine ou pas selon l'endroit où on habite. On peut prendre un exemple pour notre cas qu'on connaît bien, et l'ayant étudié, nous sommes dans une région où il fait très chaud, que se passer de ce service, ce serait un peu délicat. Et la ressource... s'en est passé d'ailleurs. Ah oui, bien sûr, comme beaucoup de personnes. Mais ici, où nous sommes, dans le sud, où il fait très chaud, dans un bassin aquifère très important, nous avons un fleuve qui s'en irait directement dans l'eau salée, c'est-à-dire après inexploitable, si on n'utilise pas cette eau. Ce serait une pure perte puisque si elle est remontée en surface et qu'elle vient valoriser l'environnement, c'est un enrichissement pour les espèces, que ce soit végétal, animal, etc. Donc vous connaissez le cercle vertueux par rapport au problème des cercles vicieux. Pour tous ceux qui voudraient construire une piscine, ou tous ceux qui ont déjà une piscine, mais qui ont le problème, il faut bien le dire, et c'est assez courant notamment dans les régions du sud, par chez nous, puisque une fois que la canicule s'installe et que la température de votre eau de piscine passe les 30 degrés... Même les 28. Oui, c'est comme ça, c'est chimique. Les traitements au chlore ne servent presque à rien. Oui. Pratiquement à rien. À part donner encore plus d'odeur à une soupe de bactéries, on va dire. Il faut mettre en permanence. Et en plus, on voit bien à travers que ce soit le développement d'algues unicellulaires ou de la turbidité de l'eau, que sa qualité est devenue médiocre. Donc dans les différents systèmes qui sont employés pour traiter les eaux de piscine, on ne va pas les balayer tous, en chimie, mais très rapidement faire le résumé. En gros, vous avez celles qui n'ont pas de traitement du tout, c'est carrément interdit après, un eau de baignade, c'est pas très bon. Si on tient à la vie, voilà, ça permet de se baigner un jour. Voilà, un jour. Sauf si vous aimez développer les moustiques aussi, par exemple. Ça, c'est plein d'autres choses. C'est une autre solution, voilà, et d'autres bestioles avec des bactéries très sympathiques. Vous avez le principe le plus connu de la gestion de la galette au chlore. Avec le chlorochoc. Voilà, le fameux TAC, on doit respecter pour regarder que la qualité de sa courbe soit assez bonne pour ne pas avoir des grosses variations et d'avoir une eau qui soit le plus stable possible. Et dans les faits, c'est impossible à tenir. C'est compliqué et quand le
chlore devient moins efficace, c'est là que les piscines tournent. Ça tourne, voilà. Ouais, et ça tourne. que dans certaines boutiques qui se goinfrent d'ailleurs de ce genre de vente, Oui, c'est cher, ouais. vous voyez débarquer tout un tas de petits baigneurs pour réclamer du chlore-choc, Et ça c'est terrible, hein, parce que en général c'est assorti d'autres problématiques, notamment sur les algues. Hein. Il y a des algues monocellulaires, il y a aussi même des algues de parois qui vont se développer. Et là, en général, votre temps est passé, plutôt que de vous baigner, à entretenir tout ce méli-mélo. Et ça, Ouais. c'est problématique. Et très souvent, au bout de 3 ou 4 coups de chlorochoc, qu'est-ce qu'on fait? On vide tout. On vide une eau pas très propre et on remet de l'eau. C'est pas écologique Donc non là, plus. c'est pas génial. Sachant également d'ailleurs que baigner dans un environnement génial. chloré, c'est vraiment plus que pas génial, c'est une catastrophe. Il paraît que ça fabrique des idiots. Alors je sais pas s'il y a beaucoup de piscines trop chlorées, mais on serait tenté à le penser au vu de tout ce qui se passe à l'extérieur. La peau, Les les piscines. yeux, Et le cerveau. le cerveau. Allez non, un peu de rigolade au passage, ça fait de mal à personne. Il y a aussi le principe avec l'électrolyse et l'eau qui doit garder un degré certain de salinité pour qu'il puisse y avoir chlorination. Donc on est toujours dans le même Dans le principe, chlore. hein, c'est Ouais, toujours c'est le le chlore. chlore. Voilà. Mais on fabrique son chlore. Voilà. Il y a d'autres principes aussi, et là on peut retrouver ça dans des grosses collectivités, avec de l'ozone, brome. voilà, de l'oxygène actif, etc. Et ce sont des systèmes assez coûteux, assez efficaces, mais qui représentent aussi un danger, parce que l'ozone, hein, on le sait d'ailleurs depuis l'histoire du fameux trou que personne n'a peut-être constaté de visu, mais dans la couche d'ozone, soi-disant. Et nous avons également le principe UV, dont nous allons parler, mais qui lui, on le dit de suite, vous est vendu comme une méthode d'utilisation qui est pas très cohérente non plus. On va dire pourquoi. Le principe de traitement d'eau que nous allons vous proposer utilise bel et bien un réacteur UV, c'est-à-dire une lampe dont la fréquence de lumière va permettre de tuer toutes les algues monocellulaires, toutes les bactéries, et même, il paraît que c'est intéressant actuellement, les virus. Donc, vous avez compris que ce type de traitement doit réclamer toute votre attention si vous avez bien réfléchi à tous ces principes. C'est-à-dire que c'est le seul qui permet de ne pas déstabiliser l'équilibre chimique de votre eau, puisque vous gardez toujours la même eau, vous ne rajoutez aucun élément de modificateur. Mais par contre, vous allez seulement vous débarrasser du but de ce traitement, c'est-à-dire de vous débarrasser de ce qui pose problème. Ce sont donc les bactéries et les algues monocellulaires. Le problème, c'est que tel qu'il est employé, utilisé et préconisé par les vendeurs de piscines ou de traitement de piscine, tu vas me dire est-ce que je suis complotiste ou pas, mais on dirait que c'est fait pour que vous continuiez à acheter des produits. C'est un peu ça, oui. Oui. Oui, puisque la phrase que je viens de donner juste avant, elle est fausse avec ce principe. C'est-à-dire que Tout à ne fait. plus employer de produits, ah si, vous continuez à employer des produits, même si vous avez donc ce réacteur UV avec Tout le à principe fait. normal. Ouais. On rappelle le principe pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Ce traitement UV tel qu'il est préconisé, on va dire conventionnellement, on vous propose de faire tourner la circulation de votre eau en fonction des heures de la journée où il y a Du soleil. tout ce qui est prolifération due aux UV cette fois-ci, mais ceux de la vie. Et là, vous aurez une facture d'électricité bien trop grande si vous avez une pompe à sa puissance la plus favorable à un traitement d'eau, puisqu'il est donné pour un volume déterminé d'une piscine, il est donné une proportion de temps de passage de traitement pour que l'efficacité soit correcte. Et là, en général, si vous ne tournez que quelques heures dans la journée, c'est-à-dire les heures du lever au coucher du soleil, vous n'avez pas envie de dépasser ces plages horaires parce que d'une part, la pompe, vu qu'elle tourne avec une puissance qui est quand même assez énergivore, en général pour une piscine de 50 mètres cubes, ce sera une pompe aux alentours des 1200 watts, 1400 watts, surtout si vous avez un système de qualité supérieure avec un débordement. Du coup, les factures électriques, c'est un peu salé. J'en profite pour rebondir sur le fait que nous sortirons, quand nous aurons le temps, une vidéo sur le photovoltaïque. C'est l'occasion aussi de parler de cette autonomie totale sur votre facture d'électricité et sur votre propre fonctionnement autonome. Même avec une piscine. Même avec une piscine, voilà. Surtout avec une piscine. Le mode de fonctionnement que nous allons vous présenter est totalement raccord avec la qualité de l'eau et en plus avec une facture énergétique moins élevée. On va vous expliquer pourquoi. Finissons dans l'explication de l'utilisation de ce mode UV
qui au final n'a pas grand intérêt, à part celui de ne pas avoir de chlore, donc du coup quand même c'est une qualité d'eau supérieure, faut bien le dire. Mais vous allez continuer à acheter des produits, puisque vu que vous traitez de l'eau que, en gros, 8 à 9 heures par jour avec l'ultraviolet... Oui, en principe, ce qui est préconisé, c'est au max 12 heures par jour quand même. À peu près. Le reste du temps, on vous oblige à mettre ce qu'on appelle un produit rémanent, un produit qui prend le relais pour pas qu'il y ait de commencement de prolifération avec des bactéries, que ce soit du brome ou de l'oxygène actif, et c'est pas donné, et c'est de la chimie une fois de plus. C'est de la chimie. Et vous allez vous retrouver donc avec de l'eau chimique. Voilà, de nouveau avec des produits à manipuler, à acheter, et c'est quand même cher. Et à se baigner dedans. Du coup, ne buvez pas la tasse, mais au niveau du bilan sur tous les postes que nous devons analyser, vous allez vous apercevoir qu'il vaut mieux directement passer par un autre mode. Et cet autre mode, il est inspiré, les personnes qui ne sont pas habituées de cette chaîne, on va tant pis parler pendant 5 minutes d'un sujet qui nous est cher ici. Il s'agit de cette nécessaire réflexion que nous devons avoir sur le fait de comprendre notre environnement, de nous comprendre nous-mêmes, et comprendre quelles sont les interactions et les mécanismes naturels de ce qui se déroule dans tous les processus pour bien les appréhender et pour essayer de coller au mieux à une logique qui soit non pas artificielle mais justement naturelle. C'est ce que nous avons développé comme concept très souvent à travers nos vidéos. Lorsque vous avez une approche holistique, c'est-à-dire de connaissance d'un peu toutes les disciplines et que vous arrivez à en faire la synthèse pour avoir cette cohérence de réflexion, une piscine, ça fait quand même largement penser à un corps humain. Je dis oui, puis après je me dis, ouais quand même, si t'as pas réfléchi au sujet, il faut de l'imagination. Ça en est loin aussi, oui, c'est vrai. On va vous aider. Enfin, encore que celles qui sont en forme de haricot, tu vois. Un fœtus peut-être. Voilà, là je pense qu'il y en a qui vont raccrocher. Plein de questions métaphysiques justement avec cette piscine à haricots là. Qui c'est qui va démarrer la pompe puisqu'on parle du fœtus. Mais ça on en parlera plus tard, ce sera vraiment pour les personnes qui veulent rester dans la deuxième partie de la vidéo où nous parlerons de la métaphysique sur cette parabole avec la piscine. Vous comprendrez pourquoi il va falloir raisonner en termes de corps, c'est-à-dire c'est une mécanique. Tout comme dans votre organisme, il y a une pompe, c'est le cœur, c'est ce qui va permettre la circulation de l'eau. L'eau, on peut le dire, c'est le sang. Le sang, évidemment. Nous avons également dans une piscine la nécessité pour retenir les particules indésirables. Merci. Un filtre, et alors là il existe plusieurs principes, on n'est pas là pour s'attarder, vous avez déjà le vôtre, celui qui vous convient. Au passage quand même je précise que tout ce qui est filtre à diatomée, qui sont vraiment des filtres de très bonne qualité de filtration, sont difficiles à utiliser dans les zones où l'eau est calcaire, puisque à chaque fois on a ce problème de concrétion qui vient donc boucher des filtres, sauf si vous respectez le pH de l'eau, et ça on va en parler aussi un petit peu après. Nous avons un filtre dans une piscine, et le filtre évidemment c'est les reins. Voilà, c'est le rein. On peut même dire, et ça on le verra dans la deuxième partie, que c'est aussi l'estomac. Mais bon, là pour l'instant on reste pragmatique et bien dans le relatif. L'absolu sera pour la deuxième partie. Nous avons également dans une piscine, dans le système que nous vous proposons, un ultraviolet. Alors, pour tous ceux qui ne connaîtraient pas ce type de matériel, là aussi on est obligé d'ouvrir une parenthèse pour évoquer quelques éléments à savoir sur ces UV. Si jusque-là vous ne l'aviez pas et que vous vouliez vous équiper, il faut bien le dire au passage, quand on parlait tout à l'heure de mercantilisme exacerbé chez nos amis des piscines et qui sont des grands spécialistes, vous allez retrouver des néons UV 2 à 3 fois plus chers et pourtant qui remplissent exactement la même fonction, quelquefois ce sont les mêmes, que ceux que vous trouverez donc 2 à 3 fois moins chers chez des marchands de bassins de poissons rouges. Ça c'est quand même bizarre aussi. Il y a comme une arnaque, oui. Quand vous allez demander à un gars piscine quelle est la différence, voilà quand même, parce qu'il faut être on veut bien les payer. Faut mener l'enquête quand même. Ouais, je crois que c'était 3 fois plus cher quand même, à puissance égale et etc. Même, de toute façon le néon à l'intérieur est le même. Et c'est le même, voilà. Et c'est quand même le néon qui fait l'action. Oui. Voilà, c'est pas la prise ou. Et si je précise aussi, puisqu'il existe différents types d'UV, il y en a qui sont en matériaux de synthèse, de plastique, en ABS, d'autres comme celui-ci par exemple, il est en inox. Mais là, comme tu dis, on prenait bien 2 éléments identiques, c'est-à-dire l'inox. Et simplement en demandant quelle est la différence entre celui qui est 3 fois plus cher, donc vendu pour une finalité piscine, et celui en bassin, on n'obtient pas de réponse.
Il n'y a pas d'argument technique. Pour nous l'avoir expérimenté pendant 12 ans, on peut dire qu'il faut prendre un néon bassin. Il faut expliquer pourquoi nous aurions eu cette prétention à connaître bien cette problématique de l'eau. C'est parce que nous avons une certaine expertise avant d'avoir construit notre piscine sur les bassins. C'est quelque chose qui nous a suivis. Notre premier appartement qui était tout petit, nous avions une petite terrasse et on avait commencé à pouvoir faire un petit bassin de mètres cubes. Et ainsi de suite, dans les maisons où nous avons migré, à chaque fois il y avait un point d'eau, voire plusieurs, qui était pour nous quelque chose d'indispensable. Alors que ce soit pour un lieu de méditation ou pour mettre de l'eau dans un endroit où il y a beaucoup d'air et de feu. C'est peut-être pour équilibrer ce que nous sommes. Pour les animaux aussi. Et pour l'amour des animaux, puisqu'à l'intérieur de ces bassins, évidemment, il y a beaucoup de vie. La vie s'installe. Oui, et la vie s'installe autour du bassin aussi, énormément. Tout à fait, des serpents, oui. Des choses qu'il faut plus faire plaisir. Et surtout pour toi, parce que on peut le dire, les couleuvres qui viennent nous rendre visite sont très sympathiques, il n'y a aucun problème avec. Chaque année, oui. Mais bon, il t'a fallu du temps pour t'y faire quand même. C'est toujours pareil, le serpent. Grenouilles, insectes, oiseaux. Apophis toujours pose problème, surtout chez la femme en général. C'est normal, c'est psychologique. Tout ça pour dire que vouloir un point d'eau, c'est compliqué. Ça peut paraître essentiel, mais des fois c'est compliqué, comme tu dis, parce qu'il faut gérer un petit peu la filtration, il faut gérer la circulation d'eau, le traitement de l'eau. Et ce qui est bien, c'est que quand vous démarrez avec l'école du poisson, c'est que vous pouvez pas mettre de produits. Enfin, certains le font, c'est des criminels, ça existe. C'est vendu dans le commerce des produits chimiques à mettre dedans. Non, quand il y a des animaux, il faut zéro produit. Ah ben là, zéro. Des floculents, non, bien dégueulasse. Tout ça, je sais pas à quel moment ce sera interdit, quand sûrement on va évoluer, mais là c'est pas encore le cas. C'est vrai aussi que de tout temps, à chaque fois qu'on a voulu faire un bassin, on a vu de tout et n'importe quoi en termes de renseignements techniques. C'est pour ça que on a creusé le sujet et on s'est fait notre propre expérience là-dessus, parce que on a vu des exemples de bassins où il y avait des compliments. Enfin, pour nous, c'était des catastrophes. Oui. Donc, enfin bon, on va pas rentrer dans les détails puisque là on n'est pas là pour les bassins, mais justement le bassin est différent de la piscine, notamment au niveau de sa filtration. Et c'est aussi ce qui nous a fait concevoir une piscine différente, puisqu'on s'est dit, si des poissons ont besoin d'une certaine qualité d'eau et que ça fonctionne bien, puisque nos poissons, il y en a quand même beaucoup qui dépassent l'espérance de vie et qui poussent leur expérience sur cette planète très très loin. C'est assez miraculeux, oui, c'est vrai. Bon, on s'était dit, mais pourquoi on irait nous plonger dans une eau transformée chimiquement, dans un traitement conventionnel chimique, tout à fait, C'est vrai que la prise de risque, elle y était au départ, c'était de se dire, mais puisqu'on en parle autour et que personne ne l'a fait, on s'est dit peut-être on va faire une connerie. Mais on s'est dit au pire, on convertirait le principe en mettant nous aussi de l'oxygène actif ou du brome. On peut toujours mettre des galettes. Ou au pire encore, c'est-à-dire enlever l'UV et mettre toute cette fanfaronnade chimique qui dépend du chlore. Donc tout ça pour bien étayer que c'est le fruit d'une réflexion et d'une expérience, puisque cette piscine, il faut bien le dire, ça fait 10 ans que nous l'utilisons dans cette configuration et il ne s'est jamais produit un seul problème. Oui. Toujours cristalline et transparente, avec une qualité absolument parfaite. Et nous avons très fréquemment la température de l'eau donc qui va dépasser même quelquefois largement les 28 degrés, atteignant 30, 32. Oui, elle peut rester un mois entre 28 et 32. Ce que certains vont peut-être donner comme avantage, puisque c'est vrai que c'est un plaisir d'avoir de l'eau chaude. Moi je trouve ça bien. Mais c'est une contrainte du traitement. D'ailleurs, côté bassin, c'est une vraie problématique. Il se passe ce qu'on appelle une eutrophisation du milieu. Tout à fait. Et là, problématique d'oxygène, les nitrates, etc. Là, faut gérer autrement, oui. Voilà, et c'est pour ça qu'on va pas développer les deux, mais par contre l'expertise du bassin fait que vous avez quand même une expérience très intéressante pour avoir de l'eau naturellement équilibrée sur de la piscine. Donc c'est pour ça que nous avions cette expérience qui a été plutôt enrichissante pour pouvoir penser, réfléchir ce nouveau traitement d'eau de piscine. On résume, on reprend la structure de ce fonctionnement de circulation et de traitement de l'eau. On a le cœur qui est une pompe, on a les reins avec le filtre, on a le réacteur UV, comme on le disait, qu'il vaut mieux acheter chez un fournisseur de bassin plutôt que de piscine. Oui. D'ailleurs, si vous voulez vous rassurer, renseignez-vous bien sur le néon qu'il vous faudra changer à peu près tous les 2 ou 3 ans. La référence que vous trouvez après n'importe où dans un magasin d'électricité ou sur Internet, la référence de ce néon, c'est la même. Voilà, c'est la même. En général, c'est un Philips par exemple, où il y a bien d'autres marques. La seule chose à laquelle vous devez être attentif, c'est la pression admissible par ce réacteur UV. Mais en général,
à moins d'être sur des qualités très très basses, vous êtes sur une pression qui est largement admissible pour des piscines. Alors ce réacteur UV, il joue le rôle de quel organe dans le corps ? C'est vite compréhensible. Tout ce qui permet de tuer tout ce qui est déchets dans le sang, voilà, ouais. C'est les globules blancs. Et les globules blancs, c'est la moelle épinière. Donc en gros, c'est cette réaction qui va s'opérer grâce à ce néon UV, cette moelle épinière de notre principe de traitement de l'eau de cette piscine. Ensuite, nous pouvons avoir besoin, selon les régions, puisque le pH n'est pas toujours le même, nous ferons tout à l'heure le parallèle avec la qualité également de ce qu'on peut imaginer dans le sang. Là, c'est la qualité de l'eau, c'est la même problématique du pH. Est-ce que vous avez une eau plutôt basique ou acide ? Donc, vous pouvez la laisser telle qu'elle, mais si vous avez de gros écarts par rapport à la neutralité, vous pouvez vous attendre à des problèmes, c'est-à-dire sur votre matériel. Mais là, c'est pareil sur votre sang. Selon si vous laissez partir à volo le pH, vous aurez des problèmes organiques. Là, c'est pareil. Si vous avez une eau chargée en calcaire, vos canalisations et tout le matériel qui fait partie du circuit de circulation, que ce soit la pompe et surtout le filtre, risque d'avoir des problèmes et donc peut se boucher et vous aurez au bout de 2 ans l'obligation de renouveler la matière filtrante. Le mieux, c'est d'avoir une correction du pH et là, il existe un petit appareil correcteur de pH qui lui est équipé d'une sonde qui va déterminer s'il doit puiser ou non dans le bidon à sa disposition pour injecter. Par exemple, chez nous, c'est de l'acide puisque nous avons une eau très dure. Là, nous avons donc tous les éléments du circuit, les éléments mécaniques, les éléments opérateurs. Il nous manquait quand même un dernier et pas des moindres, puisque c'est lui qui permet l'électrochimie, on dira, et aussi la circulation d'eau dans tout ce principe. Il s'agit de l'électricité. Et notamment, le dit au passage aussi, de bien respecter les normes de ce qui est déterminé comme élément de sécurité sur les raccordements électriques d'une piscine, et notamment d'avoir son propre différentiel 30 mA. On avance dans le raisonnement, ça c'est la configuration que nous vous proposons pour ce nouveau traitement d'eau de piscine, sachant qu'il existait déjà, comme nous l'avons décrit juste avant, et là nous allons vous donner la différence, le pourquoi chez nous ça fonctionnerait sans produit à rajouter. À part le produit pH, mais ça, vous avez bien compris, ça n'a rien à voir. Vous pourrez l'enlever. Lui, il est là juste pour traiter, rectifier une qualité d'eau. Et n'a rien à voir avec le traitement antibactérien de la qualité de l'eau. Du coup, nous reprenons le raisonnement qu'on avait entamé juste avant, d'expliquer que quand on se penche sur un sujet, il y a 2 manières de le traiter. La façon du démiurge, artificiel. Par exemple, justement, je suis face à une problématique de prolifération d'algues ou de bactéries. Je corrige le symptôme en contrecarrant avec une chimie qui va détruire la problématique. Je mets un anti-algue, je mets du chlore. Et comme on l'avait dit il n'y a pas très longtemps par rapport au jardin, plutôt que de renforcer la plante, on va détruire les maladies qui s'y greffent dessus. Là, le problème est le même. Donc la réflexion, elle s'est portée sur le fait d'imaginer que, comme ça ressemble beaucoup à un corps, ce qui nous a choqué, c'est que dans la proposition de fonctionnement habituel, on se retrouvait quand même avec un cœur qui s'arrête de battre 3/4 du temps dans cette affaire-là. Parce que dans le système conventionnel que vous utilisez là, avec cet UV et ses produits rémanents, la pompe va tourner 8 ou 10 heures par jour, et puis on l'arrête. Donc gros souci, parce que vous avez, tout comme dans la compréhension d'un corps, l'obligation à ce que ce système connaisse des pics de toutes sortes, puisqu'il est irrégulier. La qualité d'un système, c'est la constance, justement. C'est l'équilibre et la régularité. Donc, déjà, gros problème à régler. Et c'est pour ça que c'est pas un traitement qui est envisagé et envisageable avec le matériel qui est disponible à la vente pour les piscines d'ordinaire. Le coût de laisser l'UV en permanence est trop important. Parce que ça induit que la pompe tournerait en permanence. Alors la pompe, elle n'est pas faite pour ça. Et on vous dit, soit vous devez payer la facture énergétique, soit les produits chimiques. Voilà, tout à fait. Il y a cette contrainte de dire que on fait tourner la piscine le moins possible parce que ça coûte cher. Pour sortir de cette problématique, vous verrez qu'il y a une autre solution et qui est très efficace. Au passage, je tiens à évoquer aussi une solution qu'on avait envisagée, c'est ce qu'on appelle les piscines naturelles. Nous qui sommes très spécialisés dans les bassins, on a failli foncer dans ce piège à grenouille. On a un bassin qui ferait piscine en fait. C'est déjà le cas, un bassin qui est plus grand que la piscine puisqu'il fait 100 mètres cubes alors que la piscine elle fait que 50 mètres cubes. Il peut déjà servir le bassin de baignade effectivement, mais
comme tu le dis, il est habité, quoi. Voilà, c'est quand même pas aussi confortable parce que déjà il a des reliefs assez naturels, donc on glisse dessus, et puis même si la filtration est correcte, dès que vous allez vous baigner dedans, vous allez soulever plein de matière en suspension, etc. Donc au passage, pour évoquer les piscines en fonctionnement dites naturelles, on peut rappeler vite fait de quoi il s'agit. C'est le principe où la filtration de l'eau va passer par ce qu'on appelle une zone lagunaire. Et le gros problème, pour arrêter de suite, et justement c'est parce que nous avions l'expérience du bassin qu'on s'est dit qu'il faut surtout pas faire ça, c'est que cette zone lagunaire, elle va très rapidement se colmater. Et deuxième problème, c'est un paradoxe puisque une plante, elle a besoin pour son développement, ou même tout simplement pour sa bonne survie, d'avoir des nitrates, et avec un niveau qui ne correspond pas du tout à la qualité d'eau de baignade. Du coup, c'est pas du tout pertinent. Ouais. Mais il y en a qui sont jolis, hein, ça peut être très bon. Bon, si c'est colmaté, c'est mal filtré. Après quelques années de difficultés, certains sont bien obligés de rajouter un système de correction et de filtration, et souvent un UV est pris comme solution. Puisqu'on parle de piscine naturelle, ça fait penser aussi bien sûr au concept du bassin, puisque certains ont même des poissons dedans. Hein. Il faut faire une distinction pour tous ceux qui ont ce type de bassin de baignade. Il y a des confusions par rapport à la qualité de l'eau, où comme le fond peut être colonisé d'algues, mais là ce ne sont pas des algues monocellulaires, hein. Ce sont des algues fixées, des algues vertes. Il faut bien faire la différence. Le fond peut être vert, mais si l'eau est cristalline et transparente, non, l'eau n'est pas verte, donc l'eau est de bonne qualité. Regardez très profondément, si vous voyez avec précision le fond, ça veut dire que l'eau, elle est transparente. Et c'est pas l'eau qui est verte, c'est le fond qui est vert. Parce que c'est vrai que ça existe souvent comme appréhension. On est habitué à l'eau bleue, voire très bleue, alors qu'on sait que c'est les couleurs du bassin lui-même qui font la couleur de l'eau, en fait. Exemple, si vous choisissez d'avoir votre bassin de couleur mastic ou sable, vous aurez une eau bleu lagon, c'est-à-dire vert. Vert bleu, ouais. Voilà, vert bleu. Si votre fond est blanc, elle est bleu clair. Si votre fond est bleu, elle est bleu foncé, etc. Ça, c'est un jeu des teintes au choix de chacun selon ses goûts. Mais il faut bien distinguer la qualité de l'eau de la couleur du fond de l'eau. Voilà, une eau, elle est transparente ou elle l'est pas. Là, nous avons exploré tout le domaine des problématiques qu'on peut rencontrer avec ces différents types de traitements. Et là, nous allons rentrer dans les détails de celui que nous proposons, issu donc de cette réflexion. On ne le propose pas, on le vend pas. Hein. Oui, en plus, il faut bien le dire. Oui, non, on vend rien du tout. Hein. C'est juste offrir un partage d'expérience. Un retour d'expérience sur ce mode de traitement de l'eau qu'on utilise depuis une dizaine d'années, mais on ne le vend pas. Hein. Et comme vous avez bien compris que nous sommes dans une période déterminante sur le futur, où nous devons nous positionner quand même sur nos responsabilités et sur notre qualité d'intelligence aussi, il faut bien le dire, à un moment, c'est plutôt utile de pouvoir partager des idées qui permettent des économies d'énergie, une qualité du résultat, et de moins utiliser de la ressource chimique, et de garder ses sous pour des actions, pour des actions bien plus satisfaisantes. Donc je reviens à la parabole, très utile pour comprendre comment fonctionne ce principe. Nous sommes partis du raisonnement identique au corps que pour un bon fonctionnement, il faut de la constance, il faut un équilibre, il faut cet équilibre constant. Donc, la première idée qui nous venait, c'était de partir sur, comme dans le corps humain, un cœur qui fonctionne 24 heures sur 24. Dans ce principe, ça ramenait au fait de faire tourner cette pompe en permanence. Or, là où les vendeurs vous en dissuadent, c'est qu'ils vont vous dire, mais 1500 watts 24 heures sur 24, ça va vous faire très cher. Et là, on se dit, mais est-ce qu'il n'y a pas une solution? Est-ce que ça ne vient pas rentrer en problématique dans la faisabilité du traitement, de diminuer la puissance et donc de diminuer le débit? Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'en cascade, on règle un tas de problèmes avec cette affaire-là. Donc pour réaliser le principe que nous vous présentons, il faut tout simplement faire un calcul que nous n'allons pas faire pour vous. D'ailleurs, on ne laisse pas de messagerie ni quoi que ce soit, puisqu'on n'est pas là, comme tu le disais, pour vendre quoi que ce soit. Ce sera à vous de faire vos propres recherches pour bien comprendre, pour bien vous approprier l'intelligence ou la compréhension de ce principe et de vous débrouiller vous-même. On ne vend rien du tout. Donc c'est à vous de calibrer selon le volume de votre bassin quelle est la période de renouvellement de l'eau. Vous savez qu'il faut respecter, donc vous laisse chercher tout ça. Pour bien gérer un système, il faut le comprendre, c'est évident.
Si on est comme un enfant à qui on dit juste quand le voyant rouge s'allume, tu appuies sur le bouton rouge, mais qui comprend pas ce qu'il fait, le jour où c'est le bouton vert qui s'allume, il est perdu. Et là c'est pareil, comme tout, comme quand vous faites de la maçonnerie, de l'électricité, de la plomberie, de l'aviation, etc. Vous êtes obligé d'avoir bossé un peu le sujet. Mais là c'est pareil, si vous avez une piscine, bon à moins que vous soyez d'une famille très aisée et qui a les moyens de vous payer les services d'une entreprise qui viendrait vous nettoyer la piscine, à défaut si c'est vous-même qui le faites, il vaut mieux avoir l'intelligence de comprendre comment ça fonctionne. Le principe, on vous le donne, ensuite c'est à vous de l'adapter à votre propre bassin. Là par exemple c'est sur un bassin de 50 mètres cubes, plus le volume du baptême-pompe, donc on doit être à peu près à 55 mètres cubes. Et pour ne pas justement vous donner les éléments, vous regarderez vous-même, mais il existe un temps idéal de renouvellement de votre volume d'eau qui doit évidemment passer par le traitement UV. Une fois que vous avez cette donnée-là, vous calculez déjà la puissance de votre UV et vous allez calculer la puissance à laquelle doit tourner votre pompe. Mais là, pour vous donner, un exemple sur les 55 mètres cubes, nous avons une pompe qui normalement tournerait à une puissance de 1500 watts, et là, avec le principe que nous vous présentons, on tourne à peine à 225 watts. Donc vous imaginez une grosse ampoule. Donc plusieurs avantages, économie d'énergie, vous imaginez bien, et l'usure du matériel. Une pompe qui tourne à 1400 tours minute, ça n'a rien à voir avec une pompe qui tourne à 2 fois plus. Puis là, on voit bien, ça veut dire quand même que le rapport, il est de 1 à 7. Au niveau juste énergétique. Ça veut dire que si on avait pris un système classique, pour 1 heure de consommation, avec ce système-là, il y en a 7 heures. Voilà. Ça veut dire quand même que le fait de tourner H24 est quand même plus économique, sachant qu'on respecte le temps de renouvellement idéal du volume d'eau. Voilà. Ça veut dire que l'autre système, on force tout. Ah oui. C'est-à-dire on force la consommation d'énergie, on force le débit, puisqu'on va au-delà puis la pompe s'use, parce que quand elle tourne à sa puissance à 1500 watts, écoutez bien la différence des bruits, c'est terrible. Et on force le traitement chimique. Donc là, c'est très inadapté quelque part. Moi, je veux bien faire des trempages à l'aveugle, mais quand vous allez dans une piscine traitée chimiquement, votre peau, vos yeux, etc., ça n'a rien à voir avec une piscine où l'eau est neutre et non traitée chimiquement. Vous avez tous appris des enfants albinos quand ils aiment faire de la plongée sous-marine. Il y a un confort de baignade. C'est terrible le chlore, ça franchement. Que la pompe, en gros le cœur, quand il travaille correctement par rapport à ce qu'il a à faire, il y a plein de choses derrière qui se déclinent différemment. Si on revient à la parabole avec le corps, c'est comme si on se retrouvait avec un coureur qui fait le 100 mètres à fond et puis qui s'arrête. Il refait le 100 mètres, il s'arrête, etc. Et il se met dans le rouge à chaque fois. Oui, il peut le dire, que ce soit sur la facture énergétique ou sur l'usure, il faut bien le rappeler. Par rapport au volume d'eau, il va au-delà pendant un temps et puis il arrête totalement. Alors, autre problème, c'est par rapport à la filtration. On a beau prendre un gros filtre, d'ailleurs, si vous voulez pas être embêté, que vous n'ayez pas encore votre propre système et que vous écoutiez cette vidéo pour la construction de votre piscine, si vous pouvez et que vous avez la place de le faire, prenez un filtre de volume assez supérieur à ce qui est préconisé, parce que c'est toujours bien plus pertinent, que ce soit en qualité de filtration, mais aussi en économie d'eau, parce que lorsque vous avez un petit filtre, il va se colmater assez rapidement. Il faut nettoyer souvent. Ouais. Le temps de nettoyage d'un gros filtre, proportionnellement, c'est plus intéressant. Et puis, vous avez une filtration plus diffuse, donc de meilleure qualité. Alors, vous aurez compris aussi quel est l'intérêt de tourner avec un débit beaucoup plus faible. Là, le filtre, il prend tout son sens. Bien sûr. Imaginez que un filtre, selon la pression que vous injectez dedans, vous n'êtes plus dans la filtration, presque vous êtes dans le fait de lessiver. Que là, vous filtrez à une pression très basse, très douce, donc la filtration, elle est beaucoup plus efficace. Et d'ailleurs, quand vous nettoyez le filtre, que vous passez à une pression beaucoup plus forte, vous n'avez pas besoin d'avoir la pression maximale. Vous doublez juste la pression habituelle et votre filtre, il est nettoyé très rapidement. Donc vous comprenez que tous les avantages sont bien présents dans cette résolution de filtration. Au final, vous voyez que c'est quand même pas l'ouverture de la boîte de Pandore, c'est pas le secret des secrets. Il fallait juste réfléchir à cette logique de se rapprocher d'un principe de fonctionnement naturel plutôt que de tout ce qui se fait forcer dans ce monde qui, lui, en général, évidemment, un peu comme un taureau contre un mur, va très fort pour faire de l'artificiel, qui est efficace aussi, mais à quel prix ?
que ce soit sur la facture ou sur la qualité, c'est comme un souvent- désordre comme souvent. Comme souvent, efficace, ok. Par exemple, avec de la nourriture industrielle, tu te nourris si tu veux, mais c'est pas pareil qu'une nourriture C'est justement ça, que c'est plus pas très qualitative. nourrissant. Au-delà des économies et du fait qu'on ne met pas non plus dans l'environnement de la chimie, il y a aussi une qualité qui est indéniable. Pour en faire le résumé, si vous avez déjà un équipement différent, penchez-vous sur le sujet, donc renseignez-vous, on ne va pas le faire pour vous. C'est à chacun de bien maîtriser son installation. Il faut avoir une pompe, là on le précise, cette pompe, on n'a pas eu besoin de faire des modifications puisqu'on l'a acheté déjà réglable. L'intérêt de ce système, c'est que vous allez pouvoir vous-même régler selon la taille de votre piscine. Et une fois que vous aurez fait le calcul dont on parlait juste avant, du temps de circulation nécessaire pour un renouvellement dans la durée nécessaire, vous pourrez entrer directement sur le pupitre de la pompe, la puissance et donc le volume traité de la valeur précise que vous voulez. Mais si vous avez déjà une pompe et que vous ne voulez pas la changer, il y a une autre solution, évidemment, c'est un variateur. Vous devrez calculer vous-même, bon c'est pas très difficile au final, vous calculerez la valeur de passage du volume qui va être traité, puisque si vous avez une pompe qui tourne habituellement à 1500 watts, si vous la descendez à, je sais pas quel sera le volume de votre piscine, mais si vous la descendez à 200 watts, il faudra bien calculer quel sera le volume de circulation, le nouveau volume traité en une heure. On vous laisse faire tous ces calculs, mais c'est pour vous expliquer quelles pourraient être les modifications par rapport à une installation déjà existante. Le filtre, en général, tout le monde l'a, tout ça, puis c'est pas un problème. Certains ont des chaussettes, même de filtration dans certaines installations. C'est vrai que c'est un peu juste, mais bon, ça peut fonctionner. Mais c'est vrai que c'est quand même pas l'idéal. Cette filtration, c'est pas le cœur du problème, on la passe rapidement. Ce qu'il faudra peut-être rajouter, évidemment, c'est le néon UV, le réacteur UV. Si vous en avez déjà un avec l'ancien système et que vous utilisiez des produits rémanents, vous avez rien à faire à part le laisser donc 24 heures sur 24. Je précise, en watts, c'est pas grand chose. C'est 75 watts selon la puissance dont vous aurez besoin Oui, mais de toute pour votre façon, piscine. mais par rapport à une pompe ordinaire, si on additionne Oui, la le consommation calcul est de vite la fait, pompe plus de l'UV, on est en dessous d'une pompe ordinaire. Et le prix des produits, etc. Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est que le réacteur UV, on l'amortit par le non-achat de consommables chimiques. Et la pompe, faut pas hésiter, je pense, à acheter une bonne pompe, parce que la pompe avec au un final, pupitre où vous pouvez voilà, régler, elle est c'est un peu peut-être- plus cher. Elle est peut-être un peu plus chère, mais elle est vite amortie, parce que on l'a vu, elle va consommer. Beaucoup moins. Nous, c'est 7 fois. Vous ne serez pas obligé de la changer 3 mais- ans après, mais parce que voilà. c'est souvent le Ouais, cas. Voilà. Surtout- Ben, nous, ça fait 10 ans qu'elle tourne. Oui, par exemple. Et surtout qu'il faut bien le dire, les pompes qui sont équipées de ce type de dispositif sont de qualité supérieure. La mécanique est meilleure. Ce sont des aimants permanents avec une bonne technologie. C'est quelque chose qui va durer. Donc ce surcoût, en plus, il est effacé par la qualité du produit qui sera dans la durabilité. Donc si vous aviez déjà un néon UV, vous passez juste en mode d'utilisation 24 heures sur 24, avec cette pompe dont vous avez baissé de la puissance d'utilisation, et là vous vous apercevrez que vous n'avez plus rien à faire. Il n'y a absolument rien à faire. Alors là je précise que cette piscine, comme c'est une piscine de feignants, elle n'est pas encore carrelée. Évidemment, sur les photos qu'on peut vous montrer, ça peut paraître bizarre, le fond n'est pas uniforme, la couleur se rapporte à ce qu'on se disait tout à l'heure, la couleur de l'étanchéité qui est grise et d'une autre couleur blanc, on va pas rentrer dans les détails pourquoi, ça c'est des choix au niveau de la fabrication, donc ça n'a rien à voir avec le traitement de l'eau, font que la couleur n'est pas uniforme et les photos sont pas très jolies, les abords de la piscine ne sont pas Toujours non plus pas réalisés, fait, voilà. Ça fait 10 ans qu'on se baigne mais que c'est toujours pas beau. Il faut gérer les priorités. Voilà, il y a d'autres priorités, on peut pas tout faire. Faut pas tout faire. Surtout quand on fait soi-même. Oui. Voilà. Quand est-ce que tu fais le carrelage au fait? Comme si j'avais pas fait assez de bétonnière dans ma vie. Non mais attends. C'est pour ça que je voulais préciser que dans notre cas, comme la piscine n'est pas terminée, nous avons la petite problématique que j'évite d'ailleurs régler par fainéantise. Les premières années, rappelle-toi, je m'évertuais à, puisque nous n'avons pas de carrelage et que en fin de saison, il y a pas mal de petites algues, pas des algues monocellulaires, l'eau est toujours, je le répète, cristalline, elle est parfaite. Mais sur les murs de la piscine, on se retrouve avec des petits filaments. Et en fin de saison, que ce soit avec l'arrivée de la poussière ou la dégradation de ces micro-algues, le fond de la piscine a toujours, à certains endroits, un petit dépôt qui se fait en général d'ailleurs dans toutes les piscines. C'est ce que j'allais te dire, ça n'a rien à voir avec le traitement de l'eau, c'est pour ça qu'on a des aspirateurs, voilà. C'est pour ça qu'on passe le bar et les brosses, ça n'a rien à voir. Ça. Oui, mais il y a moins, on va dire, d'intrants qui viennent au fond de l'eau si on a les murs qui sont parfaits. Mais là, vu que on est sur du brut, donc on en a plus. Et les premières années, tu te rappelles, je passais quand même plusieurs heures par semaine
semaine, l'aspiration balai, etc. Mais après, c'est esthétique. Soit on le fait tout le temps, soit on le fait jamais, quoi. Voilà, alors maintenant je le fais plus du tout. Faut être clair là-dessus. Maintenant, il y a des aspirateurs qui font tout seuls. Mais ils tournent aussi beaucoup. Voilà, c'est un choix une fois de plus. Et c'est pas forcément très pertinent parce que ce qui est essentiel, c'est quand même la qualité de l'eau pour une piscine et le fait qu'il y ait des microparticules qui soient déposées en fin de saison, à la fin de l'utilisation, si vous ne les avez pas aspirées. Est-ce que c'est un vrai problème pour le baigneur ? Je suis pas persuadé. Pour ceux à qui ça pose problème, bon ben continuez à le faire. Mais franchement, après, pour rester dans le raisonnement, plutôt dans le respect de l'écologie, c'est quand même bête d'utiliser autant d'eau parce qu'au final, c'est votre rein, là, votre filtre qui va se boucher. Donc chaque fois, vous devez le laver et chaque fois, c'est une quantité d'eau énorme qui s'en va. D'ailleurs, au passage, petit truc, petite astuce, hein, si vous avez, comme dans ce principe ici, un bassin à débordement et non pas avec des skimmers, attendez que le niveau d'eau de ce bac tampon soit en position basse pour nettoyer votre filtre. Sinon, vous utilisez de l'eau que vous avez corrigée en pH, par exemple. Dans le souci de rester dans quelque chose d'intelligent et de cohérent, n'allez pas utiliser comme eau pour laver votre filtre de l'eau dans laquelle vous avez rajouté de l'acide. Parce que c'est dommage, vous l'avez payé, vous le jetez avec le rinçage du filtre. Profitez que le bac tampon est vide pour le remplir avec votre eau calcaire. Vous coupez évidemment la circulation et une fois qu'il a atteint un certain niveau, on nettoie. Voilà, vous faites votre nettoyage, ou même vous aurez nettoyé avec de l'eau non corrigée. C'est bien connaissant le fonctionnement de son installation qu'on l'utilise au mieux et qu'on fait le plus de bien à l'environnement et à son portefeuille. Tout ça, c'est à considérer dans tous ces détails. Voilà, nous achevons la première partie de cette vidéo. Pour ce qui est du domaine du relatif, et très pragmatique, hein, comment traiter une eau de piscine avec un principe qui n'est pas connu. D'ailleurs, je souligne que c'est difficile d'être prophète dans son propre pays, parce que à chaque fois qu'on a parlé de cette expérience, avec le recul, hein, puisque ça fait des années, on peut le dire, ça fonctionne. Quand vous en parlez à des gens qui viennent vous dire « Oh, j'ai des problèmes, ma piscine et tout », vous lui dites comment ça marche, le mec, il le fait jamais. Enfin, moi, j'ai remarqué, notamment par rapport aux amis qui étaient venus se baigner à la maison, qui avaient dit « Oh là là, votre eau, super, etc. » et qui ont fait après une piscine. En fait, ils prennent pas ce système parce que comme ils n'installent pas la piscine eux-mêmes. Oui, on fait confiance à l'installateur, de toute façon. Non, c'est pas qu'on fait confiance, c'est qu'un installateur, il va pas installer. Ouais. Non, mais même, il ne va pas l'installer, puisqu'il ne connaît pas ça. Pourtant, il n'y a rien de sorcier. Je veux dire, vous utilisez du matériel qui existe déjà, etc. C'est le mode d'utilisation. Moi, je me rappelle quand tu posais des questions à des piscinistes pour savoir mais là, ils étaient perdus. Si ça tournait tout le temps, est-ce que ce serait suffisant et tout. Ils se fâchent. Non, mais les personnes ne s'engagent pas parce qu'elles ne connaissent pas, donc elles vont pas préconiser du tout ça. Oui, puis il y a un formatage mental qui est bizarre. Ouais. Dès que la personne, vous lui mettez l'information que vous voulez pas mettre des produits, le gars va se dire quoi ? Ça marchera pas votre truc. C'est comme le jardin sans produit, il n'y a rien qui pousse. Donc trouver un installateur qui ferait ça. Non, il voudra pas, oui, de toute façon, c'est sûr. Mais une fois de plus, on est bien dans un moment de la civilisation où chacun doit se prendre en main. C'est le libre arbitre. Chacun doit prendre ses responsabilités. Si vous voulez évoluer vers quelque chose de différent, en général, c'est bête à dire, mais il faut le faire vous-même. Personne ne viendra le faire à votre place. Pour toutes les installations, on voit que les gens qui font des choix de vie différents, très souvent, font leur construction et leurs installations eux-mêmes. À la fois, il y a l'envie de maîtriser quelque chose, d'aller jusqu'au bout de l'expérience, consciemment ou pas, mais il y a surtout le fait que vous n'allez pas trouver l'installateur qui veut réaliser autre chose que la conformité habituelle. Oui, tout à fait. Dans le cadre professionnel, ils font de l'abattage par rapport à des marques, à des matériaux, des produits. Il ne faut pas oublier ça, c'est le principe du commerce. Oui. Et là, on est en train de sortir justement de ce mode de fonctionnement. À un moment, il faut le faire. Voilà. Là, c'était la première partie très pragmatique, c'était pour la partie relative dans ce monde physique. Et là, pour tous ceux qui sont habitués au sujet évoqué sur cette chaîne, nous allons parler de la parabole, cette fois-ci, du monde absolu et de la métaphysique. Voilà, pour toutes les personnes qui étaient seulement intéressées par le côté pratique, pragmatique, de cette compréhension d'un traitement d'eau de piscine en physique relative, là cette fois-ci, nous allons nous adresser plus particulièrement à tous les habitués de cette chaîne, plus préoccupés par une compréhension non plus physique mais métaphysique et tournée vers l'absolu. Alors ce qui est intéressant, c'est que le fait d'avoir abordé de façon tout d'abord pragmatique avec nos préoccupations de survie dans l'univers relatif, avec les idées que nous avons abordées sur le fait d'entretenir une piscine, dans sa propreté, dans sa beauté, c'est aussi pour nous le support d'une parabole qui va nous faire comprendre les parallèles entre le monde du relatif, notre monde ici même
anthropique, et le monde de la stabilité, de ce qu'on peut nommer la science physique, du côté de l'absolu, et de comprendre aussi l'importance des différences énergétiques et de ce mot qui en lui-même est un vrai concept très difficile à concevoir, la vie. Qu'est-ce qu'est la vie? D'où vient la vie? Comment elle se reproduit? À quoi elle peut servir? Du côté du relatif, on le sait à peu près, mais ça a une toute autre dimension du côté de l'absolu. On va essayer de le préciser un peu plus ici. Alors pour commencer notre parallèle entre le relatif et l'absolu, on va revenir sur une réflexion assez nécessaire en tant que moi-je ici, dans le relatif, de comprendre pourquoi à un moment il est assez important de se démarquer du mouvement entre guillemets New Age ou d'un certain dénuement, d'un certain détachement qui en général se manifeste dans la critique du monde moderne, à savoir que c'est un refus de la technologie, c'est un refus même quelquefois de ce qu'on appelle le luxe, alors que on l'a déjà exposé et c'est une fois de plus l'occasion d'essayer de le comprendre. Si vous étiez resté au stade du Néandertal avec une cabane en bois, une grotte même. Une grotte, oui, il paraît, oui. Ce qu'on veut faire toucher du doigt, c'est que une humanité qui n'irait pas dans la compréhension des sciences physiques, qui n'irait pas dans ce pourquoi le jeu a été créé, c'est-à-dire les règles de survie qui font qu'on s'améliore également dans ce qu'il y a à comprendre avec l'environnement. Un autre exemple le fait mieux comprendre. Si vous avez la chance, ou peut-être même ici, on peut le dire, la malchance de vivre dans un environnement tout à fait favorable, c'est-à-dire avec une température correcte, avec de l'eau en abondance, et ce toute l'année, vous n'allez pas déployer des trésors d'imagination et de résolution pour essayer d'aller vers quelque chose de mieux. C'est une évidence que le fait de connaître une entropie accrue, de connaître des contraintes, c'est ce qui vous fait vous dépasser dans le jeu de la survie, et au final, c'est un élément de résolution, puisque une fois qu'on arrive à un certain degré de technologie, se met en place dans notre conscience un processus que nous connaissons actuellement, c'est ce fameux processus de compréhension de mondes différents, des mondes mentaux, des mondes physiques aussi, puisque le virtuel vient participer à cette compréhension. Comme tu disais avec le film Ready Player One, ce qui se passe dans l'imaginaire et le jeu à un niveau virtuel, c'est exactement la même chose entre l'absolu et le relatif. Bon, après, évidemment qu'il ne faut pas se voiler la face, c'est aussi un piège pour ce qui se passe dans le futur possible. C'est le risque latent que la technologie, l'hypertechnologie, ne pouvant vous offrir dans cette réalité limitée de la physique anthropique une réponse satisfaisante à vos attentes, que ce soit dans les problèmes de la douleur corporelle, dans l'image qu'on a de soi au niveau physique, esthétique, etc. On peut aller plus loin, on peut le décliner sur toutes les problématiques de notre jeu dans le monde de l'univers relatif. Eh bien, la facilité pour le démiurge, c'est d'occuper les personnes dans ce désir de perfection avec un jeu dans lequel on se perd et on passe le maximum de notre temps à prendre des émotions. C'est ce que font la majorité des gens actuellement sur les consoles de jeux, faut bien le dire. Ou à travers les séries sur la télé. Donc c'est bien tout ce lot, ce fatras de contraintes qui normalement doivent vous inciter à vous dépasser dans cette logique à trouver aussi les origines du problème. La gnose en général est là pour pousser les réflexions ultimes au fondamental, au primordial. Alors il existe évidemment des gnoses, donc des connaissances différentes de ce primordial. Certaines sont plus ou moins dangereuses, ce sera à chacun de juger. Justement, une fois de plus, là c'est tout comme notre propre culture, notre propre identité, ce qu'on aime plus ou moins dans l'art de vivre ou dans la façon de se relier à l'inconnu, à la métaphysique. C'est un petit peu ce qui détermine l'orientation et le projet. Et c'est bien pour ça que cette chaîne a été faite pour se dédouaner, pour comprendre les archétypes et s'en séparer, puisque une fois qu'on a compris que par exemple Shiva ça représente le destructeur, mais le destructeur du mal, etc., c'est pas forcément évidemment pour le ramener de nouveau dans un archétype vivant qui va utiliser dans la matrice un vrai pouvoir. Une fois de plus, il faut toujours remettre à leur place les logos. C'est le plus important, c'est la logique de ce que vous avez compris. Après, épouser un archétype, c'est encore faire partie d'un clan, tout comme les tribus, comme les animaux qui sont en groupe, pour se défendre, ils reconnaissent qu'un chef. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc une fois que vous avez cette individualisation qui doit arriver, et c'est typique normalement quand même à l'ère du Verseau, ça.
Oui, mais bon, on n'en est qu'au début. Alors, c'est le basculement en ce moment. Oui. Donc, fatalement, si on parle de déterminisme zodiacal, vous devez déceler que le démiurge, pour garder son autorité ici dans ce monde relatif, il va devoir jouer qu'avec ça. Il sait qu'il va perdre la main sur le logiciel d'individuation, on dirait, en psychologie, ou d'individualisation, on dirait, pour le capital. Mais c'est la même chose au final. C'est l'autonomie. Donc, lui, il sait qu'il va devoir faire semblant qu'il donne l'autonomie à l'acteur du jeu. Mais ceux qui sont des puristes, c'est là qu'on va trier le bon grain de livret, on va dire, c'est que ceux qui sont prêts à partir vers autre chose, ils vont pas se laisser avoir. Donc cette épreuve, elle deviendra de plus en plus difficile, puisque faisant croire notre démiurge qu'il aurait eu l'intention peut-être de tenir la collectivité d'une main de fer, au final, ça va pas gagner cette version-là, vous comprenez bien le mécanisme du déterminisme. Il va y avoir une fausse libération en gros, mais derrière, si on n'y prend pas garde, c'est les mêmes qui tiennent le logiciel. Enfin, c'est pas les mêmes que forcément la fois d'avant, puisque le jeu on l'a tous fait. Oui, mais bon, le fait qu'il tourne, on peut dire. En incarnation, ça tourne, c'est pas forcément les mêmes. Oui, mais bon. Il n'y a pas un démiurge attitré, c'est ça. Voilà, oui, mais bon, ils viennent tous quand même du même endroit, oui. Du même nid. Par où on est passé tous aussi, parce que. Exactement. Ce sont des émotions qu'on a dû tous vouloir vivre un moment. T'es sûr que tu veux pas revivre ça au moins quand même? Non. Non, parce que là tu sais qu'on est encore en position de choisir, et connaissant les règles du jeu, on pourrait très bien se dire, et si on restait là pour utiliser tous les moutons et les tondre et les retondre et les re-retondre? Non, ça te dit pas? Non. C'est intéressant quand même comme expérience. On utilise. Je dirais même que j'attends le départ. J'attends le départ sereinement, mais. Avoir le goût de faire croître un cheptel, de le sacrifier de temps en temps. C'est un sport, non, c'est non. C'est vrai. Ouais. Ça a dû nous plaire à un moment, de toute façon. Faut pas rêver. Hein. On est tous passés par là. Mais ça veut pas dire que dans le jeu, il faut pas prendre sa place. Bien sûr que si, il faut prendre sa place, puisqu'on est là pour ça d'ailleurs. C'est pas qu'il faut être passif et laisser faire, au contraire. C'est que les dernières émotions que vous prendrez dans le jeu sont celles qui vont conditionner, on va dire, celles du cycle suivant. Donc selon si vous prenez plaisir à organiser la misère et la saloperie, vous savez très bien quelle place vous aurez dans la hiérarchie de ce qui se mettra dans la succession chronologique du prochain âge. Par contre, si vous en êtes allergique au point de ne pas le supporter, c'est là que vous vous mettez bien sûr en recherche de comprendre qu'est-ce qui se passe dans tout ça et comment vous pourriez faire pour en échapper. C'est bien ça, une fois de plus, la règle qui fait que la véritable envie de survie, quand on a tout compris l'horreur d'ici, c'est d'en partir. Oui. C'est ce que tu viens de manifester fortement. Et oui. Et c'est là que c'est quand même assez délicat, pour ces moments charnières où on passe d'un âge à un autre, c'est que vous vous rendez compte qu'il est quand même hyper délicat, déjà de ne pas se perdre dans des archétypes, ça c'est la première chose, c'est le premier piège, de ne pas se perdre dans le nihilisme, ça c'est encore plus flagrant comme évidence de perte, puisque la fatigue à un moment intellectuel, mental, émotionnel, vous conduit facilement après dans ça, namasté quoi. Là c'est prêt pour la suite ça. Mais il n'y a pas que ça, si on parle de comportement de l'être, au niveau que ce soit du couple, de la société, etc., il faut quand même naviguer entre deux extrêmes assez délicats à combiner, reconnaître ce qu'il y a de démiurgique et de sataniste et de maléfique, on va dire, dans cet univers relatif, et là faut pas se voiler la face, faut bien le reconnaître, savoir comment le combattre, mais aussi développer assez d'éléments de bonification en soi pour que notre âme ne se perde pas dans ce combat non plus. Il faut qu'elle ne perde pas de vue le but d'arriver dans l'absolu. Donc, sachant ce qu'il y a dans l'absolu, de commencer à l'intégrer dans le logiciel du relatif pour développer ce qu'on appelle ici un art de vivre. Donc quelque chose de beau pour développer le beau, pour arrêter avec la musique qui est bizarre et tout, tous ces trucs. Franchement, mais je sais pas, ça s'entend donc quand même. Est-ce qu'un violon, même une guitare électrique, ça peut être harmonieux? Les sons, est-ce qu'ils offrent une émotion qui élève, comme le feu là, qui grimpe vers les cieux, qui a une danse tout à fait parfaite et voluptueuse? Ou est-ce que c'est quelque chose qui tasse la terre et qui enfonce très profond dans la matière dense? Vous voyez bien que selon la musique, faites un petit zapping tous les jours de ce qui se passe sur les radios nationales que nous avons sur la FM, il y a très peu de voluptueux quand même. Dans les années 70-80, dans le projet français ou même italien, il y avait eu ce mouvement qu'on appelait encore du néo-romantisme à travers la musique.
avec Albano et Romina Power, vous voyez, des gens comme ça. Bon, les jeunes ne vont pas comprendre de quoi on parle. Et même si vous allez écouter ça, vous trouverez ça, mais qu'est-ce que c'est ce truc, c'était ringard. Certes, la musique, c'était pas formidablement génial, mais ce que ça communiquait, c'était l'idée qu'il fallait réunir le masculin et le féminin dans quelque chose d'utopique, d'idyllique. Et là, ceux qui étaient dans ce mouvement-là s'inscrivaient dans, évidemment, la résolution. Mais vous avez vu que tout ça, ça a été alors balayé, mais alors de main de maître, par cet Universal. Ah tiens, c'est le nom d'une maison de disques, ça, non? Universal. C'est très 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 sale, tous ces producteurs qui ont amené des musiques, mais qu'il fallait explorer évidemment, puisque c'est à travers cette New Beat Generation. C'est un courant anglo-saxon aussi. Voilà, et deux percussions africaines, etc. Oui, mais la musique américaine, c'est du rythme. Hein. C'est déjà avec le rythme et le blues, etc. Voilà. Donc vous voyez bien que chaque musique trimballe son lot d'émotions, et c'est pas mal, on n'est pas là pour faire de la ségrégation à travers les races et à travers les musiques, c'est une explication émotionnelle, et ça c'est quand même quelque chose qu'il faut rappeler, et c'est universel, donc profitons-en. Que vous alliez voir le pygmée à des milliers de kilomètres de l'Europe ou le dernier paysan perdu au fin fond de l'Aveyron, vous leur faites écouter une musique identique, ils auront la même émotion. Donc comme quoi ça prouve bien que la musique est universelle. C'est une émotion absolument commune, que ce soit d'ailleurs dans le relatif, il faut bien se le dire, et l'absolu. Donc pensez-vous que du côté de l'absolu, si vous avez pris des émotions assez violentes ici à écouter des trucs bizarres, vous les aurez encore de l'autre côté. Non, je crois pas. C'est l'univers dédié à tout ce qui remue et ce qui est violent, c'est bien ici. Tout ça, faut bien le comprendre, il faut le remettre à sa place, et on voit bien que à la fin du jeu, justement, c'est pas un mal. On veut pas le dénoncer, c'est de le comprendre. C'est-à-dire qu'à la fin, on nous a mis de la musique, mais c'est même plus de la musique d'ailleurs, c'est du bruit. C'est zinzin. Bon, c'est encore musical parce qu'il y a un rythme, justement. Donc c'est intelligent. Mais ça ne donne d'émotion que quelque chose de primaire. C'est très reptilien, en fait. Hein. C'est fait pour le cerveau reptilien. Oui. Bon, après, si vous ne l'entendez pas, si vous ne le voyez pas, essayez de le comprendre, analysez-le. Au travers des publicités, on en a déjà beaucoup, donc... et puis alors avec des cris hystériques, etc. Ouais. Qu'on retrouve d'ailleurs dans les cours d'école. Donc c'est bien imprégné aussi dans les nouvelles âmes qui arrivent là. Les pauvres, ils en peuvent plus d'ailleurs. Soit hystériques. Ça les rend complètement hystériques, quoi. Mais c'est un bien aussi. Ça veut dire qu'à un moment, tout ça, ils vont le vomir. Ils en peuvent plus. On revient pour se refroidir un petit peu, pour baisser la température dans notre piscine et faire le parallèle. C'est la même réflexion qu'on doit mettre en place, et on revient sur cette explication, mais cette fois-ci plus poussée, avec les organes. Et le logos que nous allons essayer de vous faire saisir dans cette vidéo, c'est quelque chose de pas évident du tout, on l'a dit tout à l'heure, c'est en gros comprendre comment se fait l'énergie de vie. C'est quoi ce que dans certaines kabbales hébraïques on appellerait l'étincelle, hein, quand elle arrive sur l'arbre des séphirotes, etc. Chacun a essayé de l'expliquer différemment, ce truc-là. C'est vrai que c'est compliqué. Fatalement, chaque gnose a abordé sous un spectre très différent et quelquefois déviant, malheureusement, mais c'est pas forcément de l'intention d'ailleurs de ceux qui ont créé ce support intellectuel gnostique, c'est que les interprétations à un moment peuvent dévier, et dans ce qu'on essaie de transmettre, on n'empêchera jamais quelqu'un de reprendre ça et d'en faire un truc absolument opposé à ce qu'on a voulu expliquer. Pour essayer de comprendre ce point de jonction, puisqu'à un moment c'est quand même le terme exact qu'il faut nommer, de ce qu'on appelle des preuves intellectuelle, quelquefois, ne serait-ce que ça, de compréhension entre l'absolu et le relatif, là nous allons le faire à travers vraiment ce point de démarrage de la vie. Ce qui est vivant, c'est quelque chose qui bouge. On est tous d'accord avec ça. Bon, après on pourrait le discuter par rapport aux pierres, etc. Oui, mais là, restons très, justement, cartésiens, rationnels et pragmatiques. Ce qui est animé de vie, par sa propre structure, c'est bien quelque chose de vivant, et le reste ne l'est pas. Le bureau, par exemple, la table, c'est pas vivant. Un escargot, ça va doucement, mais ça décide lui-même d'avancer, donc il est vivant. Vous comprenez bien que cette définition de ce qui est vivant va prendre toute sa compréhension à travers le fait de quelque chose qui est désiré, c'est-à-dire, une fois de plus, la prise en compte de son positionnement, la projection de votre orientation, donc où vous voulez aller, et le fait ensuite d'avoir ce désir d'animer le corps pour s'y rendre. Ça, c'est un petit peu le b.a.-ba, même une amibe le fait. Une bactérie aussi. C'est bien le début de la vie. Mais qu'est-ce que c'est qui donne
Cette étincelle de vie, c'est quoi qui donne, ce désir de vivre, ce désir de voyager, puisque quelque part, on mettrait une vie, et ça existe, mais justement, ce sont des vies très primaires, on appelle ça quelquefois embryonnaires. Qu'est-ce qui ferait qu'une vie est palpitante quand on intègre un organisme qui n'a pas de papate, ou qui n'a pas de quoi se mouvoir? C'est quand même délicat. Et oui. Bon, il y en a qui le veulent, ça. Une fois qu'ils ont été hommes, ils se mettent sous un arbre et ils bougent plus. Oui. Bon, c'est un choix, mais vous voyez, c'est très différent du projet initial de ce qui donne la vie, et ce qui donne le désir, et ce qui donne envie, justement, de s'enrichir. C'est de se créer des émotions, c'est ça qui est intéressant, et des émotions de qualité. Ici, dans le relatif, on peut très bien faire la différence, par exemple, entre une personne qui serait incarcérée dans une pièce fermée, et celui qui a les moyens de voyager, de parcourir le globe, et qui se régale de voir des paysages différents, de rencontrer aussi des personnalités, des personnes différentes. On le comprend bien. Donc un est en train de mourir à petit feu, on va dire, et l'autre de s'enrichir, parce qu'il y a des émotions différentes. Le but de la vie, ce pourquoi on s'est incorporé dans des structures justement corporelles capables de se mouvoir, c'est bien parce que le désir de découverte, le désir de nouveauté, c'est ce qui nous anime, c'est ce qui nous transporte. Donc si vous intégrez déjà ce logos-là, vous avez une première idée de ce pourquoi la vie aura besoin d'un archétype de déplacement. Et donc d'énergie, puisqu'il ne se passe rien en décision de déplacement autonome sans une énergie. Réfléchissez bien sur ce concept, tout ce qui tourne là, que ce soit la Terre, la planète, la voiture que vous utilisez, votre corps quand il se déplace, celui d'un animal, ou même la plante quand par capillarité elle aspire de la sève, elle par contre la pauvre elle peut pas se déplacer à part en se reproduisant. Voilà, elle croît. Et se reproduire. Et le fait d'y croire, c'est déjà ça. Mais ce qui est important, et là on va mettre une petite calbotte, mettre une petite claque aux anti-végétariens qui n'ont pas fait la différence entre le végétal et l'animal. Pour certains, ils mangent de la viande et ils vous disent mais toi tu es végétarien, mais alors ça veut dire que tu plains pas les végétaux. Bon, si on ne fait pas la différence entre ce qui peut avoir l'émotion de voyager, de voir, de marcher, etc., et un animal qui lui peut le faire, vous voyez bien que là, une fois de plus, on est dans des paradoxes. C'est l'argument agressif. La souffrance de la carotte, c'est l'argument agressif parce qu'il n'y en a pas d'autre. On te renvoie que tu fais souffrir autant en mangeant une carotte qu'en égorgeant un bœuf ou un agneau. Un agneau, quoi. Voilà. Déjà, la conscience animale, elle est même pas juridiquement acquise, alors celle de la carotte... Avec des gens qui mentent, parce que là, c'est vouloir créer des sophismes comme ça, c'est mentir. Bien sûr, oui. Ne vous laissez jamais avoir par des gens qui raisonnent comme ça. Le mieux, c'est d'en rire d'emblée. C'est catastrophique. Et là, on est dans des inversions de valeurs. Dans ce passage de la fin des temps, on est dans ça au maximum. Et c'est dur de garder son sang-froid, parce que dans d'autres temps, on aurait réglé ça très virilement. Mais là, ça se fait plus, du coup. Vous voyez bien que c'est pas la solution, on va pas se mettre des claques. Mais il faudra bien que la raison et la rationalité prennent le dessus sur tout ça. Allez, on revient à notre piscine. Et une fois cette compréhension de l'énergie vitale, on va essayer de vous amener vers un niveau de réflexion à travers ce plan de piscine qu'on va à nouveau faire en explication en parallèle avec le corps, et pour mieux comprendre et placer chaque élément dans son véritable contexte par rapport à la compréhension de l'absolu. Alors, on a tout d'abord, on l'avait vu tout à l'heure, on va donc le revoir, mais là on le précise en métaphysique, on a l'eau qui est le sang. On a la pompe qui est le cœur. On va très vite, on l'a déjà vu. Tout ça c'est pour faire circuler. Alors le filtre, tout à l'heure on l'a dit, c'est le rein, mais en fait là on peut aller quand même bien plus loin par rapport à la compréhension corporelle. C'est tout ce qui représente les différentes filtrations et tout le circuit de la mise en condition de la matière transformable. Donc c'est aussi par exemple l'estomac. Voilà. Ce néon UV, tout à l'heure, on ne s'est pas trop appesanti sur le sujet, mais là on peut le faire, puisque là on touche à la métaphysique. Là on est en présence d'un processus physique qui agit sur de la chimie, d'une certaine gamme d'ondes qui vient flasher une cellule et qui la détruit. Ça vous comprenez que c'est pour de la conscience humaine, c'est déjà de la métaphysique, parce que ça, déjà ça ne se voit pas. Après, c'est bien parce qu'on a maîtrisé les technologies, justement, c'est parce qu'on est allé loin dans la science physique et qu'on la connaît, en tous les cas on l'aborde pas toujours bien, mais quelquefois correctement, qu'on peut comprendre qu'il y a des cellules, et ces cellules, elles sont vulnérables à certaines actions physiques de la lumière. Faut bien comprendre ça.
Le néon UV va flasher une cellule et va la détruire. Comprenez dans les processus primordiaux toutes ces interactions, jusqu'à quelles échelles elles peuvent agir, interagir. Et alors ici, ça pourrait nous paraître dangereux, et d'ailleurs ça le serait, parce que par exemple vous, qui êtes un organisme vital qui dépend de cellules, vous ne pouvez pas vous exposer aux UV. Enfin, il y en a qui le font. Il y en a qui le font pour bronzer. Après, ça dépend de la gamme d'ondes, évidemment. Avec des protections, ils le font aussi. Voilà, avec des protections, mais... Les yeux, on va pas regarder le soleil en face. Pareil. La peau, on crame au bout d'un moment. Hein. Donc le processus, on le connaît bien, ça veut dire que... Quand ici, la peau brûle, c'est bien qu'elle est détruite. Absolument. Le processus ici, vous l'aurez bien compris, c'est là qu'on insiste à chaque fois pour que vous compreniez bien les différences entre l'absolu et le relatif. Ici même, on est bien dans un univers avec des règles physiques anthropiques. C'est fait pour renouveler, c'est fait pour que là où il y a de la vie, il y a de la mort, etc. Après, on ne peut pas rentrer nous dans le détail des règles physiques de ce qui se passe dans l'univers absolu, puisque c'est le libre arbitre est justement la règle universelle, ce que c'est à chacun de le méditer. Mais en gros, si ça vous intéresse, mais c'est pas obligatoire de l'avoir en conscience pour passer de l'autre côté. Mais pour ceux qui sont très versés sur la compréhension de la physique, d'ailleurs on a laissé, parce que ça on peut le faire, à deviner comment ça fonctionne, et ça fonctionne très bien, avec l'explication du carré Sator, qui a une version philosophique, mais surtout aussi une version physique, métaphysique. Après, comprennent qui voudra. Ceux qui ne comprennent pas, justement, c'est pas un problème, parce que vous n'avez pas besoin de cet élément de résolution. Certains en ont besoin, parce qu'ils ont besoin d'être convaincus, parce qu'eux sont allés assez loin de la compréhension de la physique. Donc, pour être convaincus qu'il y a de la métaphysique, il faut qu'ils aient le logos de cette compréhension du pont entre les deux. Donc, ceux-là ont besoin de cette preuve. Cette preuve, elle est logique, elle est rationnelle. C'est pour ça qu'on laisse cette information dans la matrice pour ceux qui devraient résoudre avec cet élément. Mais beaucoup d'autres n'ont pas besoin de ça. C'est juste le côté philosophique qui va leur permettre de comprendre qu'est-ce que c'est les règles de l'absolu, quelles sont les lois universelles d'un univers stable, avec une physique stable, puisque une fois que vous l'avez rejoint, vous, par utopie de votre idéologie ici, et vous êtes omniscient, omnipotent, donc vous savez très bien après comment ça fonctionne de l'autre côté, puisque vous faites plus que le comprendre, vous l'utilisez, donc c'est pas un problème. Mais pour poursuivre à chaque fois ces compréhensions d'éléments, que ce soit philosophiques ou dans la science physique, en parallèle avec la compréhension métaphysique, nous avons ce néon UV, nous avons le régulateur de pH, on ne rentre pas dans les détails, mais là aussi, ce serait très pertinent de comprendre, ne serait-ce qu'à travers l'alimentation, que le pH du sang est aussi important que le pH d'eau de cette piscine. Chacun fera ses recherches. Il y a bien assez de littérature sur le sujet, et nous n'allons pas perdre de temps avec ce type de renseignements dans cette vidéo. Tout ceci fonctionne avec un circuit fermé, que ce soit un tube en PVC ou que ce soit vos artères ou vos veines, ça fonctionne aussi. Et là où ça devient bien plus délicat en compréhension, c'est la partie électrique. Ici même, c'est déjà délicat de le comprendre, puisque beaucoup de personnes pensent que l'électricité a un comportement de potentiel de réserve. Tout comme on a, par exemple, dans le réservoir de notre voiture, du carburant, et ce carburant va, à mesure qu'il est utilisé pour de l'effort mécanique, va disparaître. Mais là, c'est pas du tout le cas. Ça, il faut bien remettre les choses à leur place, et l'électricité, ça ne marche pas comme ça. C'est plus près de l'eau. C'est la même compréhension que des électrons qui passent dans une bobine pour la faire tourner, et qui reviennent de la phase au neutre. Donc c'est bien, comme l'eau, un circuit. Et ça, la majorité des personnes n'appréhendent pas du tout le travail de l'électricité en tant que tel. Et imagine que, à mesure que l'électron remplit son rôle dans le fonctionnement mécanique, il disparaît. Mais non, c'est quelque chose qui existe dans un circuit. Et ça, c'est quelque chose de déterminant dans la compréhension. Avec ce type de fonctionnement, on est plus près de la compréhension énergétique et vitale, puisque c'est la même chose, si vous comprenez bien. C'est ce qui se déplace, ce qui est en mouvement du côté de l'absolu, que ce dont on se sert là et qui doit cesser, le côté explosif, c'est-à-dire c'est une matière qu'on utilise et qui, de par son explosion, va créer une chimie différente et qui va créer d'ailleurs des problématiques à gérer de par son explosion, mais qui fournit, et là c'est bien l'intérêt que nous y avons trouvé pendant ces quelques décennies, elle fournit bien son travail mécanique. Mais quelque part, c'est pas l'énergie du vivant. À chaque fois, vous comprendrez bien que c'est l'énergie du mort. Que ce soit le carbone, le charbon, le pétrole,
c'est utiliser le potentiel énergétique de quelque chose qui est mort. Alors, pour le logiciel d'une planète, évidemment, dans l'univers relatif, philosophiquement, ça pose pas trop de problèmes. Mais placez-vous du côté de l'absolu et comprenez qu'est-ce que ça implique comme raisonnement philosophique. C'est effectivement un gros problème. Donc ici, qu'on le veuille ou non, le déterminisme va nous obliger à abandonner ça. Si vous ne le comprenez pas encore par rapport à l'absolu, sachez que le déterminisme, lui, va l'imposer, compris ou pas, ça va obligatoirement passer à autre chose. Donc fatalement, pour tous ceux qui voudraient se transcender et justement quitter l'entropie du relatif, creusez-vous encore plus les méninges pour comprendre toutes ces différences, parce que vouloir s'extraire du logiciel du relatif, ce sera bien comprendre ce qui se passe dans l'absolu. Et il n'y a pas des choses qui meurent dans l'absolu, donc il n'y a pas cette matière qui ici est énergétique et qui est utilisée. De l'autre côté, il n'y a même pas la possibilité de le faire, de toute façon. On aura peut-être un jour l'occasion de plus développer en quoi ça consiste dans le logiciel de structuration primordiale. Et quand je parle de structuration, je parle de structuration pas mentale, c'est-à-dire de création de la matière. La structuration de la matière n'est pas du tout la même que dans le relatif. Et ici, vous êtes à chaque fois le fruit engendré de quelque chose qui existait avant vous. Du côté de l'absolu, on est dans une création qu'on peut facilement imaginer quand on est omniscient. C'est juste d'avoir le plan de la structure de fonctionnement de ce que vous voulez mettre en fonctionnalité. Du néant, puisque le néant est juste un milieu informatif qui a toutes les briques du tout. Vous créez la forme structure de ce que vous voulez utiliser ou tout simplement regarder fonctionner. Et tout comme des brins d'ADN construisent un corps en croissance, par exemple, là vous avez votre objet, on va dire instantanément. Toutes ces habitudes d'avoir à réfléchir les différences entre l'absolu et le relatif, vous imaginez bien que c'est assez nécessaire de le faire, de l'intellectualiser pour comprendre ensuite pourquoi vous auriez envie, pourquoi vous auriez vraiment le désir de partir de là. Parce que ici c'est le but du jeu, certes, c'est rigolo un moment, mais c'est tellement limitant et tellement même frustrant et souffrant que quand on en a assez, on est obligé de vouloir partir. Il faut saisir les différences entre pourquoi partir de quelque part pour arriver où. Et c'est bien là ce type de vidéo qui est là pour en faire la démonstration. Donc compréhension de l'électricité. L'électricité, elle reste quand même une énergie, certes, mais elle n'a pas l'autonomie du libre arbitre, puisqu'elle fonctionne en vertu de lois bien physiques ici, pas du tout métaphysiques, puisque la preuve, si on coupe le fil, il n'y a plus rien. Ça veut bien dire qu'elle est canalisée. Là, pour la sorte, une fois de plus, c'est une canalisation. Donc faites gaffe à quoi vous êtes canalisé. Mais il faut bien comprendre que un électron, il va pas décider ici d'aller où il veut. Il va suivre des lois physiques. Mais c'est là où c'est intéressant dans la physique quantique, qui part en quenouille aussi, c'est sûr, sa récupération New Age, c'est que ces expériences qui ont prouvé qu'on ne comprend pas quelquefois le choix des particules, puisqu'il y a vraiment un choix, c'est que là, c'est justement la métaphysique qui se manifeste. Donc qui vient rigoler avec vous, qui vient rigoler avec l'expérimentateur. Donc il y a bien un but, mais vous le comprendrez jamais, puisque vous ne mettez pas dans votre logique le fait que le soi-je existe. Donc fatalement, on se perd dans des conjectures totalement New Age, où on comprend pas tout court, si on est un bon physicien, et puis on le dit, je comprends pas, c'est indéterminé, jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce qu'on comprenne, on va pas avancer de théorie pour l'expliquer. Bon, par contre, il y en a qui se risquent à l'expliquer et qui l'expliquent très mal, mais ça nourrit évidemment ce qui va s'imposer dans l'âge qui vient après. L'incompréhension de la métaphysique, mais toujours à des fins d'utilisation bien à la physique, et bien égocentrique. Pour sortir de cette problématique-là, il faut bien comprendre cette particule qui est très intéressante, que l'électron, dans ce circuit, pour faire fonctionner une piscine, ici dans le relatif, cet électron, il est bien sage, il répond aux lois bien physiques de l'électricité. C'est un potentiel à disposition qui fait tourner une pompe, et par rapport à tous les autres organes de ce plan de piscine, vous comprenez bien que l'élément primordial, principal de vie, puisque c'est lui qui fait circuler le tout, donc il est déterminant dans l'ensemble, c'est bien la pompe. Et chez nous, ça correspond à quoi? C'est bien le cœur. Alors, entre parenthèses, parlons émotionnellement. Vous avez bien remarqué que c'est un organe qui réagit très facilement à des émotions. Par exemple, lorsque vous savez que vous avez un rendez-vous avec votre moitié, lorsque vous avez peur d'un mot, chez certains, quand on dit le mot d'une maladie, hop, il y a une impulsion cardiaque qui fait que il y a un emballement. C'est immédiat. Voilà.
c'est bien que ça agit, ça opère en fonction aussi de l'émotionnel. C'est pas comme par exemple dans cette piscine, une pompe qui reste toujours au même nombre de tours minutes. Quelque part c'est bien réactif et vivant à l'émotionnel, donc à votre propre logos, la logique de vos émotions en direct, simultanément. On y reviendra. Cette partie est importante. Mais normalement, si vous poussez la réflexion sur tout ce schéma, vous vous dites sûrement, mais où est le cerveau dans tout ça? Parce qu'on l'a déjà vu dans d'autres vidéos. La partie la plus importante, on peut couper les bras, on peut couper les jambes, on peut même couper jusqu'au cou. Et si on arrive à maintenir avec des éléments artificiels, même le cœur d'ailleurs, mais c'est là qu'on verra aussi que c'est une ineptie, mais c'est pas grave, là vous allez mieux comprendre, on va un peu plus l'expliquer. Ce qui vous relie à votre conscience, c'est bien dans le cerveau, puisque tous les organes qui sont au-dessous de la tête, on peut même enlever la partie auditive, la partie de perception visuelle, etc. Vous continuez à penser, à réfléchir. Vous êtes donc une conscience vivante. Et là, on aura l'occasion de faire une vidéo complète sur le concept logique, sur le logos de pourquoi la glande pinéale, pourquoi elle est cet endroit, pourquoi cette couleur, et pourquoi c'est vraiment l'interface, comme disait Descartes, c'était bien de le dire, l'interface logique entre la physique et le monde métaphysique. On a déjà parlé de ces concepts à travers l'imaginaire, l'imaginal, etc. Mais on ira encore plus loin. On revient sur le fait de comprendre, sur ce plan de piscine, on sait que les deux éléments les plus déterminants sur la vie et sur la conscience d'un corps, pour la vie d'un corps, le plus important c'est le cœur, on est bien d'accord. C'est lui qui réalise le circuit total, qui permet la survie de ce circuit total des organes, et le siège de la conscience, comme le dit Descartes, au niveau du cerveau. Et là, la question, je la repose, pour une piscine avec tous ces éléments de fonctionnement, où est le cerveau? La question est pertinente. Elle est pertinente. Voilà. Où se trouve donc le cerveau dans tout ça? On vous laisse réfléchir, on revient l'année prochaine. On peut le dire, sauf si vous avez décidé de résoudre par vous-même, vous mettez en pause, et puis dès que vous pensez avoir la solution, vous remettez en marche. Alors certains, très attachés à la matière et aux technologies bien terrestres relatives, se diront c'est le pilotage de la pompe, donc c'est la partie électronique du pupitre qui commande l'électricité qui va à la pompe. C'est pas faux, mais allons plus loin, puisque là on parle de métaphysique, on est côté absolu, dans l'interprétation de ce tout. Et là, qu'est-ce que c'est le cerveau, la tête de cette organisation, de cette installation? Mais c'est bête à dire, mais c'est moi-je, c'est vous. Parce que sans le moi-je qui a décidé, parce qu'il fait chaud, parce qu'il en a marre de transpirer, de puer, parce qu'il faut se baigner, et ça le lave en même temps, donc c'est utile, parce qu'il va se rafraîchir et mieux réfléchir, il va donc créer une piscine. Et ça part bien de son... un certain type de piscine. Et un certain type de piscine, encore mieux. C'est sûr que si... c'est mieux qu'elle soit réfléchie. C'est sûr que si c'est un nourrin de base, il peut aller se baigner dans une flaque de boue. C'est un choix. Les porcelets adorent ça, c'est pas un problème. Mais une fois que cette conscience moi-je, elle a adopté une certaine qualité de vie, une qualité aussi de ce qui est beau, elle a envie d'une eau cristalline, d'une belle eau, etc. Comme tu dis, il va mettre en place le dispositif, ou faire mettre en place, parce que avec nos vies, on n'a pas forcément le temps. Tu vas souvent travailler, et puis quand tu as fini de travailler, parce qu'on t'a exploité à l'extérieur, quand tu rentres, t'es fatigué, tu n'auras pas le temps de le faire toi-même. On t'en a pas laissé le temps, on t'a pas laissé la réflexion de pouvoir le réaliser, ce qui est dommage. Pour revenir à cette compréhension organique, ce qui représente l'intelligence, là, le choix, le libre arbitre, le cerveau de tout ça, c'est le désir du moi-je, le désir du propriétaire, de l'utilisateur de la piscine. Ça, il faut bien le comprendre ici, pour saisir jusqu'à quel point vous avez un libre arbitre aussi. À chaque fois qu'on crée dans la matrice quelque chose qui est fait pour évoluer, quelque chose qui est fait pour gagner de la beauté, le bon, le vrai, pour se rapprocher donc de la vérité, parce que si vous demandez à une personne, on parle beaucoup des namastés, on rigole beaucoup avec ça, mais les nihilistes, etc., ceux qui veulent ne plus rien faire, qui trouveraient très bourgeois d'aller se baigner dans une piscine, si on leur demande quel est leur paradis, leur monde idéal, c'est vrai, c'est bizarre, mais justement, il n'y a rien. Le monde esthétique et le monde sensuel, vous allez le garder. C'est d'ailleurs la seule chose qu'ici on peut vérifier qui est beau, avec la sensualité, même plus loin, etc. Vous pensez que dans l'absolu, par exemple, il n'y a pas de bassin, il n'y a pas d'animaux dedans, ou il n'y a pas de piscine, ou... tout ça, ça contribue à une richesse d'émotions. On va certainement pas s'en priver. D'ailleurs, ce qui se fait ici, c'est largement, mais très largement, en dessous de ce que vous pouvez même imaginer ici, de ce qu'on peut faire dans la démesure de la beauté par ailleurs, dans l'absolu.
ramenez bien les choses à leur place. Ceux qui auraient jeté l'éponge de la matière ici, on peut les comprendre parce qu'ils sont fatigués, ils en ont ras le bol. Mais à un moment, pour résoudre, il fallait bien prendre à bras le corps cette matière pour s'en sortir et pour créer des choses belles, même ici. La piscine, c'est un élément qui le prouve. C'est-à-dire l'homme qui a évolué et qui vivait presque même en plein milieu d'un désert, s'il avait fait la performance de sortir de l'eau de sous terre et de faire une belle piscine pour se baigner, c'est quand même un autre art de vivre que ceux qui continuaient à vivre sur le sable et en train de se cramer. Vous voyez bien les différences. Ça, c'est à chacun de se positionner. C'est pas un jugement mauvais ou bon, c'est un jugement neutre. Après, chacun choisit. Mais là, nous essayons, pour ceux qui le voudraient justement, de comprendre le rapport, la passerelle qu'il y a dans la logique rationnelle entre un monde relatif et un monde absolu. Les deux logiciels, et on peut l'aborder aussi, on l'a vu, à travers la physique. Là, cet organe de la piscine qui est vous, donc le moi-je, celui qui décide, donc la conscience qui s'anime même dans le relatif, on a bien compris que là, ça se passait dans la tête. C'est bien le cerveau, c'est la décision, c'est la personne qui choisit, c'est la personne qui décide, qui devient opérationnelle dans la matière, qui réalise avec des parpaings, avec de la ferraille, l'ossature de la piscine, qui va aller chercher de l'eau sous terre avec un forage, qui va remplir la piscine d'eau, va installer la pompe, en d'autres temps, qui aurait créé le système de pompage, etc., etc., etc. Ça, si on arrive facilement à le comprendre, peut-être pour certains, pour d'autres c'est plus délicat, mais en le réfléchissant bien, si la partie du libre arbitre c'est bien la partie du choix, c'est bien la partie de la caractéristique de la personne individuelle et unique, donc chaque moi-je, il y a quelque chose qui va être bien plus délicat à prendre en compte, c'est la compréhension du cœur. Deuxième élément primordial nécessaire à la vie, et qui lui réagit à l'intellect du cerveau, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, quand vous pensez une émotion particulière, lui va s'emballer, etc. Donc c'est pas qu'une question de déplacement physique. Si vous allez faire un 100 mètres, lui, il va automatiquement s'adapter, puisque le reste des organes sont faits mécaniquement pour répondre à une utilisation avec différentes contraintes. Mais là, on parle du côté émotionnel, c'est ça qui est intéressant. D'où la compréhension de cet organe qui a quelque chose de quelque part plus mystérieux que les autres. Et là, nous allons entrer dans le sujet de ce qu'est cette énergie de vie. Est-ce qu'on arrive bien à comprendre ces deux éléments qui sont dissociés, qui sont fondamentaux? La tête qui décide, la tête qui est là pour analyser, pour le côté rationnel, et le cœur, c'est le mouvement. L'énergie nécessaire pour que la tête puisse réfléchir, mais en même temps qu'elle remplisse son but, c'est-à-dire la causalité, se déplacer, qu'il se passe quelque chose dans le mouvement. C'est à la fois ce qui détermine que le corps est un mouvement lui-même pour sa propre survie, mais aussi pour la cause de se mouvoir, d'avoir à se déplacer dans le jeu. Mais là où ça devient intéressant de comprendre d'où vient cette énergie, qu'elle soit d'ailleurs corporelle et causale à la fois, c'est-à-dire le besoin d'avoir à se déplacer, c'est là qu'il faut faire le pont intellectuel avec ce qui se passe en métaphysique du côté de l'absolu. Et si dans le circuit, on y revient sur cette piscine, on comprend d'où vient cette énergie. Là, pour le compte, elle n'est pas qualifiée de vitale, elle est qualifiée de mécanique. C'est bien l'excitation électrique, quelle que soit sa source de production, qui va créer la possibilité de mouvement. Posons-nous la question, cette fois, c'est là que ça devient très compliqué, mais à la fois nécessaire à avoir comme raisonnement, qu'est-ce qui anime en vous cette propre énergie, c'est-à-dire le propre démarrage de votre corps. Et si on va même à l'origine du fonctionnement mécanique de votre cœur, le moment précis où sous forme de fœtus, le premier battement se déclenche, voilà. Ça, la physique aura du mal à vous l'expliquer. Comprenez qu'on maîtrise très bien le logos de la structure d'un ADN qui va, avec des protéines, avec toutes les briques de la vie, mettre en place le corps que vous allez utiliser. Et encore même ça, c'est quand même extraordinaire, puisque ce mouvement même de construction fait aussi appel à quelque chose qu'on a du mal à comprendre. C'est ce déplacement et même cette construction du rien, qui ici justement n'est pas rien, puisqu'on va le formaliser par ces briques de vie, comme je disais tout à l'heure, des protéines, etc. Mais le moment magique, et qui pour nous est métaphysique, puisque inexplicable dans notre physique relative, c'est bien le pourquoi du comment. À un moment, ce cœur, il démarre,
et il devient le signal, le symbole d'une autonomie individuelle corporelle. Alors, si vous avez l'habitude de raisonner avec le modèle Retour vers le soi-je, vous avez déjà l'avantage de comprendre, ne serait-ce qu'à travers l'épisode qu'on avait consacré à qu'est-ce que peut être l'animal, il y avait une explication de ce qu'on appelait la fragmentation caractérisée corporelle. On ne va pas y revenir dessus, tout avait été développé et expliqué justement dans la fonctionnalité dédiée par rapport à la spécificité d'une fonction déterminée sur un corps animal. Dites-vous bien que si vous maîtrisez cette logique par rapport à la fonctionnalité mécanique, donc corporelle et émotionnelle, on l'a vu, puisqu'au final, la mécanique est très peu importante dans cette histoire-là. C'est pour le fait de la causalité, c'est d'avoir donc des émotions. C'est-à-dire un oiseau qui vole n'a pas les mêmes émotions qu'un dauphin qui nage. À chaque fois, c'est une spécificité dédiée, caractérisée. Il faut bien se dire que le point commun, que ce soit dans l'absolu ou dans le relatif, de ces formes-fonctions, c'est bien d'être animé par de la vie. Sinon, elle ne se déplace pas, c'est mort. Ça ne bouge pas. Cette fois, on va plus loin dans la compréhension de cette fragmentation. Si dans la vidéo sur la compréhension de ce qu'est un animal, on avait pu admettre que la causalité, c'était bien la forme-fonction, dans ce qu'elle permet de réaliser, il faut cette fois-ci aller plus loin dans le raisonnement et se dire qu'à un moment, le soi-je, qui le désire, donc par son libre arbitre, son désir propre, individuel, fragmente plus qu'une structure de construction corporelle, de fonctionnalité. Il va aussi fragmenter ce qu'on pourrait ici commencer à imaginer comme un réservoir énergétique de vie. Et ce qui est matérialisé sur le plan de la piscine par l'arrivée d'EDF. Si vous basculez dans le logos métaphysique de l'absolu, vous comprendrez que à chaque fois que vous créez une forme stable non vivante, vous allez utiliser juste des briques de construction. Mais à chaque fois que vous construisez une entité vivante, donc capable de se mouvoir et de répondre à ses propres attributs de caractéristiques individuelles de forme-fonction, vous allez bien devoir aussi insérer dans cette structure son mode énergétique vital, donc de mouvement, puisque sans énergie, pas de mouvement. C'est là que ça devient intéressant de le prendre en compte dans la logique de ce qui se passe entre un moi-je et un soi-je, c'est que ce qui nous paraît absolument mystérieux et donc inexpliqué par la physique ici, c'est-à-dire ce moment où on donne l'impulsion, on pourrait dire ici électrique, mettons au niveau du cœur, au niveau cardiaque, pour faire fonctionner le tout, c'est bel et bien de la métaphysique tout à fait logique et explicable pour l'omniscient omnipotent, soi-je, qui se trouve dans le monde absolu. C'est sa physique à lui. Voilà, ça paraît assez clair. D'où la prochaine interrogation et la prochaine réflexion que nous vous laissons, et là nous n'allons pas le résoudre, mais peut-être juste vous offrir quelques pistes intellectuelles pour vous orienter dans cette méditation. Lorsque vous êtes en tant que soi-je dans votre univers absolu, est-ce que vous pensez que vous irez à la boutique du pisciniste du coin, lorsque vous voulez créer un bassin par exemple, ou même une piscine, est-ce que vous allez refaire tout ce bazar hyper complexe avec un rotor, des aimants permanents, ou des bobines de cuivre, des pales, des hélices, pour faire tourner une pompe? En d'autres termes, est-ce que vous pensez qu'en tant que soi-je, quand vous créez une piscine dans l'absolu, est-ce que vous allez créer une pompe comme dans le relatif? Ah, moi je serais mon soi-je, je m'embêterais pas autant. Il y a quand même d'autres solutions. Voilà. Alors c'est ça qu'on essaie de vous faire comprendre, c'est que c'est toujours délicat d'avoir à appréhender la simplicité que peut être le monde de l'absolu par rapport au relatif. T'es omnipotent et tu vas fabriquer une pompe. Voilà. Parce que c'est comme une voiture ici, c'est quand même formidable. C'est beaucoup plus complexe le monde dans le jeu de la survie, de la physique relative anthropique, plutôt que dans l'omniscience et l'omnipotence du monde absolu. Mais le problème, c'est qu'il faut y avoir réfléchi. Tant qu'on n'y a pas réfléchi, on pourrait bêtement croire qu'on va transposer, c'est-à-dire, oui, j'ai la structure de la pompe, tout comme j'ai, mettons, une structure en données informatives ou informatique, comme vous voulez l'admettre, d'une pompe, j'ai le plan, ça y est, je crée la pompe et je fais tourner. Mais non, dites-vous bien qu'il y a beaucoup plus simple. Quand vous voulez créer un circuit fermé d'eau qui circule dans un bassin, dans l'absolu, qu'est-ce que vous allez faire ? Alors surtout, ne donnez pas la réponse qui serait celle des raccourcis nihilistes, qui voudraient sortir d'une logique universelle,
et qui aurait la facilité de répondre mais c'est juste parce que je l'ai désiré, je le veux, donc j'ai juste un tuyau qui part du bas du bassin, qui remonte à l'extérieur et qui coule sur un niveau surélevé du bassin, et là ça y est, j'ai mon circuit fermé, j'ai ma petite cascade d'eau. À un moment, la cohérence de l'intelligence fait que il faut toujours un élément du logos pour matérialiser une action. Donc c'est là où on veut faire comprendre où se situe la vie à chaque fois. Il y a comme un cœur à mettre quelque part de quelque chose qui va bouger. Il faut donc bien faire la différence entre ce qui est inerte et ce qui est en mouvement. Et alors il y a des choses qui sont en mouvement mais par gravité. Donc ça ne veut pas dire qu'elles soient forcément vivantes. Cette eau qui tombe, que ce soit des cascades sur Terre ou du bassin, que ce soit dans l'absolu, elle bouge. Mais parce qu'on l'a bougé. L'origine du voyage, c'est bien une énergie qui a fait bouger l'élément aquatique. Bon, et tout ça, c'est pareil pour tout le reste. Là, on a un bon exemple avec une piscine, c'est pour ça qu'on le garde. Mais il faut bien comprendre que à chaque fois que vous aurez un élément de mouvement, donc de vie, il faudra intellectualiser, coller un logos de quelque chose qui fait bouger. Donc on vous laisse à bien réfléchir quelle serait la façon de mettre en place un circuit avec un élément énergétique qui crée la boucle. Et là, peut-être certains d'entre vous vont commencer aussi à comprendre certains logos qui ne sont pas forcément ceux de l'absolu, mais qu'on a eu à certaines époques dans le relatif, avec des pierres qui avaient certaines vertus, certains cristaux, etc., à qui on a donné un moment, dans une règle d'un logos, des vertus spécifiques. Oui, des pouvoirs spécifiques. Voilà, la lithothérapie par exemple, là, si vous voulez vous amuser à regarder chaque vertu de chaque pierre, exactement comme dans le panthéon des plantes médicinales, qui ont aussi une action chimique. Mais là, il faut bien se dire que à chaque fois, on est obligé de coller une logique à un code, comme il existe des codes couleurs, des codes barres, des codes de comportement, etc. Il faut toujours rationaliser, donner de la logique à la vie, à un mouvement, ou, lorsqu'on parle de quelque chose de figé, à de la matière, ou comment elle se comporte. Donc, la méditation, la réflexion que nous posons dans cette vidéo, c'est de bien comprendre qu'ici, on a pris une intelligence extraordinaire à créer des concepts mécaniques qui sont ultra compliqués, très complexes. Et c'est donc là bien un plaisir qu'on vient prendre aussi dans le jeu. Vous voyez bien qu'il a une richesse aussi, ce jeu. Il n'a pas été créé que pour des émotions pourries. Il y avait aussi, derrière tout ça, l'ambition de créer un jeu intellectuel qui viendrait résoudre des problématiques de contraintes. Et que pour les mettre en œuvre, il fallait une intelligence, que ce soit du cerveau ou du cœur, qui soit quand même d'un bon niveau, de bonne qualité. Sinon, vous continuez à vivre comme le petit Nourin qui aime bien se baigner dans sa flaque de boue. Ça vient une fois de plus prouver que le jeu n'est pas qu'un mauvais jeu de mauvaises émotions. Imaginez bien quel est le plaisir de celui qui vient de découvrir, quand il a créé son fonctionnement avec cette pompe, que ça marche bien et que ça remplisse sa fonction, donc la causalité. Ça fait partie des plaisirs du jeu. Mais à un moment pour nous, la résolution délicate qu'on doit mettre en place, ensuite pour nous c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire du moi-jeu, comprendre qu'est-ce qu'est le soi-jeu, c'est-à-dire retrouver la simplicité de ce pourquoi vous êtes omniscient, omnipotent. Et au lieu d'être dans la complexité de plan structurel mécanique, il faut comprendre la complexité énergétique. C'est ce qui fait la différence entre le monde relatif anthropique et le monde absolu stable. Et c'est ce qui d'ailleurs permet en réalité de fonctionnement la cohérence de ces deux univers très différents. Nous vous le laissons à réflexion, cette énergie, d'où elle vient et comment vous allez la manifester. Voilà. Nous terminons cette vidéo en rebondissant sur le fait d'ailleurs que, puisqu'on parle une fois de plus d'énergie, et c'est un sujet plus qu'important également ici dans le relatif, dans cette matrice démiurgique, et là on redevient très relatif tout comme dans la première partie de cette vidéo, et nous aurons l'occasion de publier, dès que nous aurons le temps, une vidéo qui vient appuyer cette nécessité que dans la matrice relative, les moi-jeux doivent très vite se positionner dans le fait de basculer sur un fonctionnement vertueux avec de l'électricité et de l'énergie solaire.
Pour tous ceux qui penseraient que c'est pas encore possible, même si c'est embryonnaire, c'est tout à fait possible. Et en plus, il faut bien le dire, grâce au déterminisme du jeu qui le veut pour la nouvelle ère, pour le nouvel âge, c'est absolument rendu en ce moment même rentable. Et que très rapidement, dans la matrice, les règles du jeu vont faire en sorte que les anciennes énergies fossiles ou même les énergies risquées sur le nucléaire vont devoir très rapidement être remplacées par du renouvelable. Et ça, c'est pas une affaire de 50 ans ni de 10 ans, ça va se faire très rapidement. Et pour terminer, juste rajouter que l'émancipation de la matrice sera permise par cette individualisation, cette autonomie énergétique, et que le dernier combat en gros qui va se jouer, c'est bien de se débarrasser de la féodalité qui, elle, veut garder le pouvoir sur ça. Alors, vous aurez compris, on va pas rentrer dans les détails, on l'a déjà dit dans les autres vidéos. Il y a une clique qu'on a bien identifiée, qui est là et qui s'occupe, on l'a vu, de tout ce qui est déplacement, et même de déplacement lointain, de la médecine, ils s'occupent de tout, de la banque, etc. Eux ne veulent pas lâcher ça. Ben, à un moment, le problème, c'est que de toute façon, il va falloir qu'ils le lâchent. Mais il faut bien se dire que selon le cas, ça va prendre une tournure. Ils vont faire semblant de le lâcher. C'est le dernier risque qui peut se présenter. Et c'est vrai que pour l'instant, vu le peu de détermination d'hommes libres sur cette planète... Ils n'ont même pas à faire semblant. Au mieux, ils sont en train de s'imposer par des procédés d'autoconsommation qui rendent l'individu dépendant, qui le laissent dépendant de leur structure. Pour l'instant, ils n'ont même pas à faire semblant. Eux, ils fournissent quand même des égrégores de puissance écologiste, comme la petite Gratin, qui vient crier. Même eux, ils utilisent ça. La mise en scène, ils l'ont quand même prévu au cas où. Mais comme tu dis, à quoi ça sert? Puisque ça a l'air de préoccuper pas grand monde. Ils gèrent la transition très habilement, puisque d'un côté, ils sont dans la proposition de procédés qui laissent l'individu dépendant, et de l'autre, ils font monter la contrainte du prix sur, comme tu disais, les énergies actuelles dont on devra se débarrasser. Ils manient les deux cordons. Celui du « il va falloir que vous changiez », donc ils mettent de la contrainte pour pousser les gens à se changer. Au fait de manquer ou de ne plus pouvoir payer, il y a déjà des gens qui ne se chauffent plus l'hiver. Et ils sont proposition de systèmes qui se veulent vertueux, mais dont ils demeurent maîtres par rapport à l'individu. On peut faire la corrélation avec ce que nous expliquions sur la difficulté de la compréhension entre le relatif et l'absolu et comment on doit se comporter dans le relatif. C'est que là aussi le problème est le même. Quelle sera la nature du combat que vous allez entreprendre? De ne pas se tromper de combat. Tout à fait. Et de ne pas amener de la violence de ce logiciel, parce que ça passera tout seul si ça se régularise en philosophie énergétique. Mais il faut faire des choix conscients. Et pas des choix... Et savoir pourquoi vous le faites, voilà. Bien sûr. Et ça, c'est quand même très délicat, parce qu'on le voit, regarde, le piège du New Age, il a été là pour ça aussi. C'est-à-dire que on se retrouve avec des gens qui sont pas renseignés sur ce qu'on doit finaliser ici avant de partir, on va dire. Mais pour ceux qui vont rester, c'est pas un problème, puisque c'est eux qui le veulent. Mais ceux qui vont partir ont le réflexe, en gros, de claquer la porte. Ou même de dire, puisque c'est ça... Ça me concerne pas, on fait plus rien. Et puisque c'est ça, même, je deviens nihiliste. Et au lieu de coller à l'actualité de ce qu'on doit comprendre de tout ça et de la technologie qu'on a utilisée ici, qui vont se dire, on va couper des arbres dans la forêt et on va se chauffer comme à l'époque du Néandertal. Donc vous voyez bien que tout ça, c'est quand même très délicat à gérer. Et c'est pas une pierre qu'on jette dans le jardin de l'intellect de chacun. C'est juste un éclairage de réflexion qui est vraiment obligatoire en ce moment si on veut être bien stabilisé en conscience du choix de son orientation. On en revient, et là ce sera le dernier mot, pour vous inciter encore une fois à reprendre le pentagone des résolutions que nous avons présenté dans cette année 2020 et qui donne ces 5 choix déterminants où chacun peut se diriger. Et lorsque vous avez bien conscientisé, choisi l'une de ces directions, ça va bien coller à quelque chose qu'il faut faire en comportement ici en tant que moi-je. Il faut être ni violent guerrier, ni se mettre sous un arbre et faire le poireau en disant ça me concerne pas et j'attends de partir. Mais régler ce qu'il y a à régler. Dans le jeu, il faut bien terminer les émotions nécessaires de résolution. Donc il faut se positionner également dans un comportement tout à fait rationnel à adopter. Et être tout à fait exemplaire du courant de la direction où vous voulez vous diriger. Vous imaginez bien que celui qui, par exemple, a choisi la résolution 3 dans l'hypermatérialisme, lui, ça se peut qu'à un moment, il ait envie d'en découdre avec des armes, avec de la violence physique, etc., puisqu'il est dans le mode de résolution matérielle. C'est pas pareil que celui qui doit donner l'exemple d'une résolution qui a compris la métaphysique, qui va jouer plus avec l'intelligence du logos, matériel, donc physique, mais aussi avec la métaphysique du cœur, c'est-à-dire l'intelligence de l'amour.
Voilà, donc tout ça, c'est au libre arbitre de chacun de bien l'analyser. Et malgré ces périodes tumultueuses où malheureusement on est trimballé émotionnellement de problématique en problématique, il faut vraiment être rigoureux dans le fait de se prendre tous les jours le temps nécessaire pour avoir ces méditations, ces réflexions, de comprendre qu'est-ce que vous faites dans le relatif, et si vous voulez aller dans l'absolu, de l'imaginer en permanence pour avoir de l'information, pour savoir qu'est-ce que vous faites de l'autre côté, et qu'est-ce qui va vous permettre de réunir la petite conscience avec la grande conscience. Nous vous laissons organiser ces moments de réflexion, et on se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt. Au revoir.